Bonjour et bienvenue sur WAF, le podcast qui a du chien. Aujourd'hui, je t'emmène à la rencontre de Christelle Herbulot, éducatrice et comportementaliste canine passionnée et fondatrice de Educat-Pat, une entreprise dédiée à l'éducation respectueuse des chiens. Christelle se bat pour que chaque chien soit respecté dans son individualité et ses émotions. Elle nous raconte son parcours, ses convictions profondes et son travail avec des chiens souvent issus de maltraitance. Installe-toi confortablement et plonge dans une vision authentique et passionnée de la relation humain-chien avec mon invitée experte. Je te souhaite une bonne écoute sur WAF. Bonjour Christelle. Bonjour. Pour commencer, peux-tu te présenter brièvement ? Donc bonjour à tous, je m'appelle Christelle Herbulot, j'ai 47 ans et je vis sur la commune de Voves en Eure-et-Loir. Ok, super. Dis-moi Christelle, comment passe-t-on d'études de langue et lettres, puis d'un travail d'agent d'exploitation internationale à une carrière dans le monde du chien ? Alors, on va essayer de faire court parce que ça mérite quand même quelques précisions. Vas-y, on t'écoute. Donc, c'est vrai que le monde du transport, c'est un monde qui est assez passionnant, mais je ne m'y retrouvais pas et moi, j'avais besoin de contact avec les animaux. En parallèle, j'ai été témoin d'un très grave accident de voiture il y a très longtemps et je me suis retrouvée en fait complètement impuissante face à la détresse de la victime et ça m'a mis le déclic et là je suis allée passer en fait les portes d'un centre de secours de sapeurs-pompiers et là tout s'est enchaîné. J'ai donc intégré le corps sapeurs-pompiers en tant que volontaire. J'ai commencé ma formation initiale, comme on l'appelle, et mon formateur était donc le chef des maîtres chiens, Sino, quoi. D'accord. Et c'est là, en fait, que le déclic s'est fait. Je pouvais enfin travailler avec les chiens. Voilà. D'accord, mais tu es d'abord rentré en tant que sapeur-pompier avant d'être Sino. On est d'abord sapeur-pompier et après on est Sino. Voilà, d'accord. Parce que ton CV canin est quand même, je l'appelle CV canin, c'est un petit terme, est très impressionnant. Merci. Tu as d'ailleurs été la première femme sapeur-pompier maître chien d'Eure-et-Loir. Oui, c'est exact. C'est en fait dans les unités, il y a très peu de femmes sapeurs-pompiers et effectivement chez les maîtres chiens, il y en avait pas et ça a été très compliqué de pouvoir intégrer cette unité, mais j'ai rien lâché. Bravo Merci. À toi. Et ton parcours alors sapeur-pompier d'abord, puis dans l'unité Sino. Oui, donc j'ai commencé des formations en parallèle pour être un peu plus aguerrie dans le milieu du chien. Et après, j'ai fait mon cursus chez les Sino où j'ai fait mon brevet de maître chien, tout simplement. Enfin, tout simplement, façon de parler. Mais c'est vraiment, comment je pourrais dire ? C'est ce milieu en fait m'a toujours attirée vraiment depuis que je suis gamine. En fait, le chien c'est un animal qui m'inspire et je voulais déjà être maître chien quand je faisais mes études à la fac. Sauf que je suis pas tombée sur les bonnes personnes, on va dire ça comme ça, et puis c'est il y a longtemps maintenant. Ça se faisait moins peut-être aussi, non ? Alors ça se faisait pas. Ouais, ça se faisait pas. Clairement, parce que j'ai tapé aux portes de l'armée et en fait la personne qui m'a reçue m'a clairement dit quand il y aura des femmes maîtres chiens, les poules auront des dents. Et gentil. Je n'oublierai jamais. Cette phrase, elle est gravée en moi et en fait, j'avais 18 ans, je suis repartie avec ça et voilà. Et puis en fait, quand j'ai eu l'opportunité, grâce à ce Sino, à mon chef de chenil, clairement, j'ai sauté sur l'opportunité et je me suis lancée à fond. C'était le bon timing sans doute. Ça s'est fait. Sans doute. D'accord. Tu es également très très impliquée dans la protection canine. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'y engager et à travailler dans les refuges ? En fait, j'ai commencé un petit peu par hasard parce que j'ai toujours eu des chiens issus de maltraitance. J'ai eu que ma chienne de travail qui venait d'élevage. Et en fait, je voulais d'abord devenir bénévole. Et comme j'avais commencé un cursus du coup dans le chien, ça a été un véritable atout de travailler avec des chiens de refuge avec lesquels on a malheureusement pas forcément d'informations sur leur passé, pas toujours, des chiens hyper maltraités parfois, qu'il est difficile d'approcher. Et bien là, il faut réfléchir, il faut se poser les bonnes questions, il faut se remettre en question, pourquoi avec ce chien ça ne marche pas alors que pour un autre ça fonctionne. Et en fait, c'est vraiment ça qui me passionne dans le chien de refuge et parce que je trouve ils méritent en fait d'avoir d'autres chances, quoi.
D'ailleurs, j'ai vu que tu indiquais que les chiens de refuge sont les meilleurs professeurs. Exactement, parce que en fait, on est obligé de faire avec ce qu'ils nous proposent. On n'a pas du tout de recul sur leur passé, pas toujours. Et alors que c'est vrai, quand on fait un bilan avec le chien d'un particulier, on fait tout en fait un questionnement. Et ben là, avec les chiens de refuge, on ne peut pas. Parce que on n'a pas, en fait, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé puisqu'on n'a pas les tenants et les aboutissants, on n'a que les comportements. Donc c'est très formateur. Et ça, c'est plus que formateur. Et moi, j'invite tous les éducateurs canins comportementalistes à se former auprès des chiens de refuge parce que ce sont vraiment, je le dis, ce sont nos meilleurs professeurs. Ouais, clairement. Je comprends. Et tu te spécialises quand même dans le malinois. Alors pourquoi les malinois? Alors c'est la race qui me correspond le mieux d'un point de vue tempérament. Et puis c'est la race que j'ai connue quand j'ai commencé en tant que maître chien et qui m'a plu de suite. Alors pourquoi? Je ne saurais pas l'expliquer. Simplement, je pense parce que c'est moi peut-être en chien, je sais pas. Ouais. Et j'aime leur côté en fait effectivement travailleur, ça c'est indéniable. J'aime leur persévérance, j'aime voilà, je me retrouve vraiment en eux, je crois. Je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas c'est ce que je ressens. Et cette race en fait, elle est arrivée dans ma vie vraiment par hasard parce que on peut faire de la recherche avec une autre race que le malinois, hein, clairement, mais c'est cette race qui me convient. Ça match, voilà. Ouais, c'est une évidence, en fait. Pour moi, c'est ça. Ouais. Et après, les années ont fait que j'ai travaillé énormément de malinois quand j'étais maître chien, et aussi après, en refuge également. Et aujourd'hui, je pense que c'est, alors ça fait très pompeux de dire ça, mais c'est ma petite notoriété. Je sais pas si on peut dire ça. Si tu es une référente en fait dans la race. Voilà, je pense que on peut le dire. Voilà, je pense que c'est comme ça que les malinois ils viennent à moi. Voilà, ouais, c'est ça. Non, t'es une référence, t'es une autorité dans le domaine du malinois. Je sais pas, je sais. Je le dis, moi. Je le dis. Mais alors, tu disais que les malinois effectivement sont travailleurs et on connaît leur capacité de travail, d'obéissance, etc. Pourtant, tu refuses de transformer les chiens en robots. Oui. Complètement. Mais qu'est-ce qui t'a amené à adopter cette approche et comment est-ce que tu expliques cette vision à des humains qui veulent un chien parfaitement obéissant? En fait, je leur montre souvent de quoi leur chien est capable parce que je pense que n'importe quel chien peut obéir bêtement. En revanche, je pense que tous les chiens ne peuvent pas réfléchir et produire d'eux-mêmes des comportements adaptés. Donc c'est peut-être un peu compliqué ce que j'explique, et en fait je vais montrer aux gens qui ont perdu confiance ou qui ne croient plus en leur chien que leur chien il est parfaitement capable de produire des choses avec un humain qui sait faire et qui connaît la race. Et moi cette race qui est ma race de cœur et de prédilection, elle est trop abîmée. En fait, elle est vraiment abîmée par l'humain, qu'il soit particulier ou professionnel. Et moi, j'ai vu trop de malinois en fait se comporter comme des robots sur lesquels comme si on appuyait sur une télécommande on et ils foncent tête baissée sans réfléchir. Et moi, j'ai vu des chiens passer par des fenêtres, clairement, parce qu'en fait, on leur a dit en avant. D'accord. Et c'est tout ce que je ne veux pas. Bien sûr. Ils sont parfaitement capables de faire autrement. Il suffit juste en fait de leur montrer et surtout de les écouter. Et alors justement, ce qui t'a mené à cette approche, c'est de constater des accidents comme ça, de voir des chiens robotisés passer par les fenêtres, des choses comme ça. Et puis j'ai un vrai problème en fait avec l'ego de l'humain qui veut à tout prix asseoir une autorité sur son chien et que le chien il a aucun droit en fait. Et je trouve ça tellement triste parce que nous on peut faire ce qu'on veut en gros si on n'a pas envie de travailler, bien sûr qu'on va y aller, mais on va essayer de trouver peut-être des subterfuges pour éviter certaines choses. Le chien il peut pas en fait. Il faut que, et ça me convient pas. Moi, j'ai aucun problème avec un chien qui pourrait me dire, non, là, j'ai pas très envie aujourd'hui. Eh ben, justement, je vais y venir parce que dans ton approche, Christelle, le chien a le droit de dire non. Peux-tu nous expliquer aux auditeurs ce que tu entends par cela et comment cela influence-t-il ton travail avec eux? Eh bien, en fait, le chien, quand il dit non, les signaux sont très clairs. Tout
À mon sens, tout bon comportementaliste ou éducateur canin, il doit être capable de lire un chien et de savoir quand un chien n'est pas OK avec une demande. C'est, à mon sens, vraiment la priorité. Si on n'est pas capable de voir ça, il faut peut-être se remettre en question. Et un chien, quand il dit non, il est très clair pour moi en tout cas, dans ce qu'il ne veut pas faire. Et moi, je vais essayer au plus possible de l'amener quand même à faire notamment, je parle du chien de travail parce que le chien de famille, c'est un peu différent. Mais dans le chien de travail, il y a des fois, on n'a pas de choix. Il faut quand même qu'on travaille. Oui, sur une opération, par exemple. Exactement. D'accord. Mais il y a la manière de le faire. Il faut donc donner l'envie au chien de faire son job, mais sans contrainte. Sans contrainte, en tout cas physique ou psychologique, comme j'ai pu voir avec certains maîtres chiens, avec lesquels je partage pas du tout leur façon de travailler. Ça, c'est clair, hein, on peut amener un chien à faire tout ce qu'on veut en lui mettant 3 tartes dans la gueule, hein, clairement. Oui, bien sûr. Mais moi, c'est pas du tout ton approche, pas du clairement. Tout. Si on travaille correctement, régulièrement, le chien, il dit jamais non. Alors, en passant par le jeu en passant par le jeu essentiellement, et puis par la confiance. Entre l'humain et le chien. Eh ben oui. Et l'amour, non? Alors, je sais pas si vraiment... on peut parler d'amour. Ouais, c'est compliqué, je crois, ça, parce que bien sûr que les chiens, ils aiment leurs humains. Ça, ok. Mais je crois que c'est plus une question de confiance et d'adhésion, en fait, à l'humain. C'est-à-dire que un chien, s'il a pas envie de travailler, il va tout faire pour ne pas le faire. Et selon le conducteur, il va avoir peur de son humain. Parce qu'en fait, il sait pertinemment qu'il va en prendre une. S'il travaille pas. Moi, je l'ai vu, hein, donc je sais de quoi je parle. Mais alors que s'il a confiance dans l'humain, il va le faire. Parce qu'il a cette abnégation, en fait. Et c'est pas de l'amour. Je ne sais pas. Franchement, je sais pas. C'est un débat. Je pense, hein, sincèrement. Parce que l'abnégation et l'amour, c'est pas la même chose. Ah oui, bien sûr, 2 choses différentes. Voilà. Mais c'est le chien. Il faut garder à l'esprit qu'il est opportuniste. Hein. Il va vers ce qu'il paye. Que ce soit dans le jeu ou dans la bouffe si on bosse à la friandise, peu importe. C'est pas le débat là, mais en fait, il va vraiment vers ce qui est gagnant pour lui. À la limite, c'est légitime, hein, on peut pas lui en vouloir. Exactement. Hein, on est exactement ça. Et moi, en fait, c'est pour ça, les chiens qu'on peut m'amener pour X raisons, eh bien, en fait, ils arrivent toujours à produire quelque chose. Et parce qu'il y a la confiance qui doit s'instaurer. S'il n'y a pas de confiance, c'est super compliqué. Et alors, du coup, ton rôle, c'est aussi à ce moment-là d'aider les humains à surmonter leur désir de contrôler le chien et à leur apprendre à mieux l'observer. Exactement. Mon rôle premier, c'est d'expliquer aux gens les signaux déjà que le chien va envoyer et surtout de revoir en fait leur vision de leur chien parce que comme je dis toujours, trop de contrôle tue le contrôle. Donc c'est leur apprendre à lire leur chien et surtout à voir quand il ne veut pas faire quelque chose et surtout à comprendre pourquoi il ne veut pas faire quelque chose. Il faut que les gens se remettent en question. Un chien, c'est pas un objet ou une télécommande et le chien il doit faire ci ou il doit faire ça. Absolument pas. C'est vraiment, pour moi, c'est un colocataire. Clairement, je vis avec mes chiens en colocation et par conséquent, on partage des choses. Il faut qu'il y ait un respect mutuel en fait entre le chien et l'humain et l'humain doit respecter ce qu'est un chien. Je vais rebondir sur le malinois parce que c'est quelque chose qui me pose vraiment problème. Des gens qui prennent des malinois de lignée de travail et qui sont absents 10 heures par jour, je comprends pas. Je ne comprends pas en fait. Le chien, il a des besoins spécifiques et là, pour le coup, je trouve qu'on ne le respecte pas, ce chien. Oui, parce que ses besoins ne sont pas comblés aussi bien physiques que psychologiquement, mentalement. Parce qu'en fait, les gens vont s'astreigner à faire 3 heures de balade le week-end et en fait, c'est pas ça qu'il veut le chien. Moi, si je prends un de mes malinois, les balades, il s'en fout. On peut partir en balade, au bout de 20 minutes, il se retourne et il me dit, en fait, c'est pas ça que je veux, maman. C'est pas ça. On fait autre chose que ça. Oui, il veut une fatigue mentale. Il veut travailler. Il veut travailler. Il veut faire de la recherche, en fait, clairement. Bien sûr.
Tu dis également que vivre avec un chien, ça se mérite. Ouais. Hein? Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail cette idée? Eh ben, je trouve que c'est aujourd'hui trop facile d'avoir un chien. Il suffit de toquer dans les SPA, dans les associations ou même chez des éleveurs. Hein. Et je pense que c'est même pire chez certains éleveurs. Il suffit d'allonger l'argent et on a le chien qu'on veut. Et en fait, qui n'est pas toujours adapté, je te coupe, mais qui n'est pas forcément adapté à notre mode de vie, à notre voilà. Et ben c'est pour ça que j'estime qu'un chien se mérite, parce que c'est à l'humain de faire des efforts pour convenir à son chien en fait. Et c'est pas le contraire. Je trouve que le chien s'adapte déjà beaucoup trop à notre société. C'est vrai. C'est donc à nous de faire cet effort, quand on veut un chien, peu importe la race, de s'adapter à notre chien que l'on a, en fait, que l'on a choisi. Lui, il a rien demandé, en fait. Il n'a pas demandé à venir chez nous. Donc oui, pour moi, un chien, ça se mérite et ça ne se choisit pas comme on choisit une bagnole sur un catalogue, en fait. Bien sûr. C'est vrai qu'on leur demande beaucoup, hein. Mais on leur demande trop. On leur demande trop, en fait. Après, il y a les gens qui veulent trop bien faire. Et là-dessus, on peut pas leur reprocher. Mais souvent, ces gens-là, ils étouffent leur chien. Ils veulent tellement bien faire qu'ils se créent eux-mêmes des problèmes. Ah oui, c'est péché par excès, en fait, un peu. Ouais. C'est exactement ça. Ouais. Et c'est dommage parce que du coup, s'ils laissaient un petit peu plus leur chien être chien, vivre quoi, c'est ça exactement, que tu veux dire? Ouais. Et ça aussi, ça c'est le côté quand je dis un chien ça se mérite, bah c'est ça, c'est se remettre en question et toujours se dire ah bah oui, est-ce que je suis convenable pour mon chien? C'est vrai que c'est pas vraiment le sens. Est-ce que mon chien est ci et ça et ça? Exactement. Mais on se pose pas tellement la question. Je trouve qu'on se la pose pas assez en se disant est-ce que je fais ce qu'il faut pour mon chien? Et faire ce qu'il faut, c'est pas en faire trop. C'est vraiment faire les choses qui lui correspondent. En tant que chien. En tant que chien. Parce que comprends, alors c'est pareil, on parle beaucoup de l'anthropomorphisme. Alors moi j'ai aucun problème avec ça. On peut en faire si on veut, si ça fait plaisir. Mais il faut garder à l'esprit qu'un chien c'est un chien. C'est pas un demi-humain ou c'est pas je sais pas trop quoi, mais c'est un chien avec des besoins particuliers de chien. Donc tu le respectes en tant que d'individu chien. Exactement. Voilà, ça passe par là, en fait. C'est exactement ça. Ouais, je comprends. C'est pas de lui apporter une cage dorée, en fait. Après, il monte sur le canapé, il monte pas sur... En fait, ça, pour moi, il n'y a pas de débat. Fiche, ça. Chacun fait comme il veut avec son chien. Chacun vit avec son chien comme il le désire. Mais on doit respecter ses besoins de chien. Voilà. C'est un chien. Et alors, justement, selon toi, quels sont les principaux malentendus que les gens ont sur les besoins des chiens? Ça fait partie des malentendus de vouloir, je sais pas si c'est le terme, Christelle, l'humaniser et perdre son identité de chien. Il y a ça, et il y a surtout, il y a quelques temps de ça, j'avais écrit un petit article comme ça sur les réseaux où en fait, aujourd'hui, le chien il fait partie d'un package. Et ça commence par la grosse bagnole, après la baraque, après les mômes et après le chien. Et il y a certaines catégories de personnes qui ne conçoivent pas, en fait, de ne pas avoir de chien parce qu'il manquerait quelque chose au tableau. Et moi, ça me pose problème d'un point de vue sociétal. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de chiens. Alors, je suis super mal placée pour dire ça parce que j'en ai 6. Mais ce sont que des chiens que j'ai récupérés. Enfin, voilà. Mais aujourd'hui, je trouve qu'on a un peu mis le chien... comme un objet de consommation, quoi, en fait. C'est exactement ça. La voiture, la maison, le chien. Et il y a des fois, je ne comprends pas, en fait, pourquoi les gens ont pris un chien. Comme la voiture, comme la maison. Je me dis, en fait, ils se tirent une balle dans le pied parce qu'ils n'ont pas... déjà, ils n'ont pas forcément les moyens financiers. On va pas se mentir, c'est un vrai budget aujourd'hui d'avoir un chien. Ils n'ont pas forcément le temps qu'il faudrait. Et quand ils ont, par exemple, des enfants en très bas âge, je me dis, comment est-ce qu'ils peuvent faire, en fait, pour répondre aux besoins de tout le monde au sein du foyer, si vraiment on veut faire les choses bien. Alors, il y a des gens formidables qui arrivent, attention, et heureusement. Mais des fois, je me dis, celui qui va forcément être mis de côté, c'est le chien. Voilà, c'est ça. C'est qu'il se tire une balle dans le pied, mais celui qui trinque, au final, c'est le chien. C'est exactement ça. Et c'est pour ça aussi, quand je dis mériter un chien, c'est par rapport à ça aussi, se donner les moyens d'avoir un chien, c'est ça, c'est respecter cet animal qui n'a strictement rien demandé.
Alors, tu parles effectivement beaucoup de respect, mais tu pourrais nous donner comment dire, les dangers d'un conditionnement excessif, que tu vois, enfin, de conditionnement, d'obéissance à outrance sur le long terme. Quels sont les dangers? Eh bien, alors moi j'ai déjà rencontré, on a des chiens, ce que j'appelle des chiens morts à l'intérieur. Alors c'est juste horrible comme métaphore, hein, Ah ouais. mais moi j'en ai déjà rencontré, c'est qu'on a tellement mis d'obéissance, mis d'interdit, que en fait le chien il est complètement inhibé. Et en fait, il est résigné et il se passe plus rien. En fait, c'est une coquille vide. Ah, les yeux, il y a plus il y a plus d'émotion. Ah, là, là. Il y a. Ah, tu as vu ça? Ouais. Et en fait, je trouve c'est juste horrible, quoi. Ça me donne des frissons. Ouais, mais c'est super triste, hein, quand tu rencontres un chien comme ça. Et il y a pas si longtemps, voilà, j'accompagne maintenant le trinôme puisque c'est un couple et un chien. Et en fait, ils ont les accompagnements qu'ils ont eus n'étaient pas adaptés au chien. Et en fait, ce chien, il s'est mis dans sa bulle. Ouais. Et il a donc forcément développé des stéréotypies. Et du coup, quand je l'ai rencontré, on a fait des petits tests, etc. Et là, j'ai dit, ouais, bah, je sais, en fait. Ce chien, il est juste... éteint. Éteint, exactement. Et tu arrives à le rallumer, entre guillemets, à lui redonner de la vie et un éclat dans ses yeux. Exactement. Après, c'est un chemin qui est long. Hein. Ah ouais. Et puis, il faut des humains qui, en face, veulent bien faire le job. Et là, t'es tombé sur des gens qui... ils sont super. Franchement, ils sont super. Et eux, ils doivent être hyper contents aussi de retrouver leur chien. Oui. Et ouais. Bien sûr. C'est gagnant pour tout le monde. C'est gagnant. Mais c'est compliqué dans le sens où c'est un véritable investissement de la part des humains. Oui. Parce que forcément, quand on a un chien éteint, par moment, il explose quand on le réveille. Ah, oui. Donc, il y a forcément des comportements qui sont pas agréables. Mais sur le long terme, ça va être... Oui, ça va se lisser. Ça va se lisser. Mais voilà, il faut quand même des gens travailleurs, clairement. Bien sûr. Ouais. Et alors, est-ce que c'est l'ego de l'humain qui a mené à ça? Parce que tu dis que l'ego de l'humain est un obstacle, hein, dans la relation avec le chien. Qu'est-ce qui a mené à... Alors, je n'ai absolument rien contre ces gens, mais à ce type de situation, c'est l'ego des gens? Ouais, je pense que c'est toujours vouloir contrôler, asseoir son autorité. C'est moi, je. Et combien de fois on entend des gens dire, bah c'est moi qui commande. Mais on pourrait faire un parallèle avec les enfants. Hein. Il y a plein d'enfants qui sont pas heureux parce qu'il y a encore une autorité très importante et souvent on tombe dans l'autoritarisme et ce qui est un vrai problème que ce soit pour l'enfant ou pour le chien. Et oui, pour moi c'est un problème d'ego. C'est souvent, enfin là je vais encore parler du malinois parce que je fais quasiment que ça, mais les principaux problèmes que je peux avoir avec les maîtres de malinois, ce sont avec les problèmes d'ego des humains, c'est ça? Ah, des hommes. Alors c'est très misogyne dans l'autre sens, mais mais c'est vrai en fait. Combien de fois j'ai rencontré des femmes qui venaient pour leur chien, et c'était un malinois, mais c'était l'homme qui avait choisi ce chien, et c'était les femmes qui subissaient. Et ça, je trouve que c'est juste abject en fait. C'est un ego parce que ça fait bien d'avoir un malinois, parce qu'on les voit à la télé, dans les institutions, dans les administrations, parce que ce sont des chiens effectivement formidables, qui répondent effectivement très bien. Mais ce qu'ils ne voient pas, ces gens-là, c'est le travail qu'il y a derrière, qui a été mis en amont pour obtenir ça. Donc c'est sûr que quand on travaille 10 heures par jour, eh ben on peut pas en fait gérer ce type de avoir chien. Le même résultat. Pas possible. C'est juste pas Donc possible. Oui, c'est une question d'ego, c'est un faire-valoir. Hein. Et à faire valoir, c'est ça. Le malinois aujourd'hui est un faire-valoir. Alors, on le disait tout à l'heure que parallèlement à tout ton travail, hein, tu es très investi dans la protection animale. Tu es très impliqué dans les refuges. Donc, depuis combien de temps et qu'est-ce qui t'a amené, poussé à t'engager dans cette voie? J'y suis dans les refuges depuis 2010. Donc 14 ans. Et en fait, la condition animale a toujours été pour moi quelque chose d'important. Mon premier sauvetage, je l'ai fait, j'avais 12-13 ans. C'était une bergère allemande. Et en fait, c'est quelque chose qui me pose problème, la maltraitance, parce que j'ai un vrai problème avec l'injustice. On se rejoint là-dessus, hein, on en a parlé. Oui, oui. Ouais. Et en fait, je ne trouve pas juste qu'on ne donne pas de chance à ces chiens.
Et comme, même si c'est en refuge, les gens, aujourd'hui c'est encore pire que quand j'ai commencé en refuge, mais les gens veulent des chiens clés en main, sans problème. Ah ouais. Et ça, aujourd'hui, il y a plein de gens, ils vont adopter un chien et 48 heures après, ils le ramènent parce que il sait pas s'asseoir, parce que il a fait pipi à la maison, parce que il a mordillé un petit peu le canapé. Des raisons comme ça, il y en a des centaines et des centaines. Moi, j'ai une admiration sans limite pour les personnels de refuge et les bénévoles qui font un travail plus que formidable. Et moi, j'invite tout le monde à aller dans des refuges et à regarder le travail qu'ils peuvent faire ces personnes-là, parce que c'est usant physiquement, mais psychologiquement, parce qu'on est constamment face à de la détresse animale, en fait. Ouais, c'est dur. On peut pas se blinde pas et du coup ça nous touche quoi. Enfin, ouais. Et moi, je suis toujours côté animal, clairement. Je n'ai pas de contact avec le public et c'est tant mieux et heureusement, parce que je ne saurais absolument pas gérer les retours de chiens pour des raisons qui n'en sont pas, en fait. Bah bien sûr, faut laisser le temps de toute façon au chien. Il faut. Et comme moi je suis très sensible en fait à la maltraitance et je ne comprends pas en fait qu'on arrive à des extrêmes comme ça, des chiens brûlés à l'acide. C'est des choses que j'ai pu voir. Ah oui, t'as vu des cas quand même atroces. Et en fait, je comprends pas qu'un humain soit capable d'autant de perversité, quoi. Ok. Ça me dépasse. Et en fait, voilà, je sais pas, je sais pas si c'est un besoin, je ne saurais pas l'expliquer en fait, mais oui, le refuge, ça a toujours été pour moi quelque chose d'important. Le bénévolat, voilà, c'est pour moi quelque chose d'important. Que tu fais en parallèle, on est bien d'accord, voilà, toujours, et depuis longtemps du coup. Oui, complètement. Et tu peux nous expliquer, Christelle, quelles sont les plus grandes difficultés que tu rencontres à travailler avec des chiens de refuge qui peuvent être traumatisés par l'humain, évidemment. Les morsures. Ah oui, d'accord. C'est vraiment, en fait, quand on a des chiens que, par exemple, les salariés ne peuvent plus sortir parce que le chien, il envoie les dents tout le temps. Mais c'est ça, en fait, c'est le plus difficile, c'est de réussir à créer un lien avec ce chien et pouvoir le sortir de box, en fait. Et comment tu crées ce lien? Alors, souvent, j'ai quelques équipements et en fait, quand c'est comme ça, je rentre dans le box et en fait, je muselle le plus rapidement possible pour pouvoir partir en balade. D'accord. Voilà. Après, j'ai la chance de travailler avec des refuges qui font vraiment des choses formidables. Et par exemple, je me rappelle d'un chien où voilà, il y avait vraiment nécessité de mettre en place une trappe à muselière pour pouvoir museler de l'extérieur. Une trappe à muselière, ça veut dire? En fait, si tu veux, dans la grille de chenil, on crée une petite ouverture et on fabrique en fait une trappe avec une petite porte. Ça fait en gros 25 cm sur 25 cm. Et en fait, on apprend au chien à passer sa tête pour pouvoir le museler en sécurité. Ce qui permet comme on fait avec les animaux sauvages dans les zoos, un peu pour les soigner un petit peu. Enfin. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et du coup, ça permet en fait de sortir le chien le plus rapidement possible parce qu'après, sinon, c'est un cercle vicieux. S'il sort pas, forcément, ses comportements vont vriller encore plus, il va mordre encore plus et ainsi de suite. Donc, l'objectif, effectivement, c'est de museler le plus rapidement possible. Alors oui, c'est vrai, l'apprentissage de la muselière ne sera pas fait comme il devrait l'être, mais là, on est dans des situations d'urgence. Bien sûr. Pour le coup, la récompense, c'est de partir en balade. Et le chien, il oublie vraiment très vite, en fait, la muselière parce qu'il est heureux de sortir. Et c'est comme ça qu'on le crée, le lien de confiance. D'accord. Et après, petit à petit. Voilà. Et après, quand c'est des chiens vraiment très difficiles comme ça, souvent, c'est 1 ou 2 agents dédiés. Mais c'est pas tous les agents. Ah, d'accord. Voilà. Okay. C'est vraiment parce qu'il faut un entraînement, pour le coup, vraiment rigoureux, régulier. Parce que le chien, il peut pas donner sa confiance à 12 personnes. Ouais, et ben tu sais à quoi ça me fait penser. Alors, moi j'ai été assistante familiale. Oui. Si on déborde, c'est pas grave. Mais et une fois j'avais assisté à une réunion et dans un orphelinat en Afrique, ils avaient fait un constat. Tu vas voir le rapprochement où tu vois il y avait plein d'orphelins et donc il y avait des nounous qui s'en occupaient. Et ben il y avait un taux de mortalité très élevé. Et en fait, quand ils ont mis des nounous un peu référentes,
eh ben, le taux de mortalité a considérablement baissé. Et là, tu vois, tu dis plutôt que X agents animaliers, je ne sais pas si c'est le terme, voilà, s'occupent de chiens particulièrement traumatisés, eh ben, on va mettre un ou deux référents. C'est ça. Et c'est fou le rapprochement. Parce qu'en fait, le chien, il est déjà tellement abîmé, c'est vraiment ça, que donner sa confiance, c'est juste pas possible. Voilà. Donc, s'il donne sa confiance à une personne, c'est déjà énorme. Alors, à 12 personnes, c'est même pas pensable. C'est même pas pensable. Donc, voilà. Eh ben, c'est très, très beau. Quels sont les premiers signes qui te permettent de comprendre qu'un chien commence justement à reprendre confiance en l'humain? Ça, c'est super dur parce que je crois que c'est une sensibilité, en fait, et c'est une perception, alors, sans être, comment je dirais, vantarde, ou j'ai pas le terme là, mais je sais pas, je le sens, en fait. J'ai beaucoup de mal à expliquer ça parce qu'il faut que je l'explique aux gens derrière quand mais en fait je le vois, je sais pas, tu ne l'expliques pas, j'ai du mal à l'expliquer en fait. Alors on entend la lecture du chien, est-ce que c'est un peu galvaudé là-dedans? Non, je crois qu'il y a quand même une sensibilité à avoir, c'est selon le chien qu'on travaille, et la confiance, en fait, le chien, il va nous la donner et il va nous le montrer dans le sens où il va être OK avec certaines choses, quoi. Notamment peut-être des manipulations. Moi, je vois, il y a des chiens qui se laissent manipuler, mettre un harnais. Ça peut paraître bête, hein, mais c'est très intrusif. Et la façon dont on met le harnais va signifier au chien qu'on est plutôt respectueux. Dans le sens où moi je vois des gens mettre le harnais de leur chien où je me dis voilà, j'aimerais pas qu'il m'habille. Tu peux dire, pour voir si moi je fais correctement. En fait c'est tout bête, mais se pencher vraiment au-dessus du chien et englober son chien et le tirailler dans tous les sens parce que le harnais est mal ajusté, je me dis en fait je sais pas s'ils habillent leur bébé comme ça, mais t'aimerais pas être à la place, pas du tout être manipulé de la même façon. C'est ça. Et en fait c'est ces petites choses là, je pense que le chien prend en compte, des petites notes de respect comme ça, et la confiance, à mon sens, elle se gagne petit à petit en fait. Et quand il comprend que oui, on sait faire, on respecte, voilà, eh bien c'est ok en fait. D'accord, c'est comme ça que tu le vois, quoi. Moi c'est comme ça que je le vois, oui. Et comment est-ce que toi tu sélectionnes, non, mais les Malinois que tu accueilles, comment est-ce que tu les choisis? Alors souvent je les choisis pas, c'est eux qui me choisissent. Et en fait quand j'accueille un Malinois, c'est globalement pour le replacer en travail. Donc en gendarmerie, c'est ça? En administration. Parce qu'il est arrivé à un point où c'était plus possible. Parce qu'il a un potentiel. Ah d'accord, ok. Voilà. Après, en fait, pour reprendre depuis le début, quand j'ai des gens qui m'appellent parce que leur Malinois est compliqué, ils n'arrivent plus à le gérer, ma première question c'est: est-ce que vous souhaitez le garder ou est-ce que vous m'appelez pour un replacement? Parce que ça va pas du tout être la même démarche en fait. Et oui. Donc si c'est parce qu'ils veulent le garder, tant mieux. Enfin, je vais les accompagner sans problème. Si c'est pour un replacement, eh bien je vais commencer à faire des tests en fait. Donc là, je vais demander aux gens de venir et je vais garder le chien avec les gens évidemment une demi-journée et je vais faire les tests pour voir les aptitudes en fait du chien et le potentiel. D'accord. Et à l'issue, si je vois que le chien a du potentiel, après on continue les démarches en fait. Mais si tu vois qu'il peut pas rentrer en administration, alors là c'est le drame. C'est le drame en fait, parce qu'il n'y a pas de solution. Les refuges en fait sont blindés. On va pas se mentir. Ouais. Et souvent ce sont des chiens qui ont entre 10 mois et 2 ans quoi. Ouais. Il y a vraiment des caps à passer et souvent les gens ils y arrivent pas. Et ces caps-là qui posent, on va dire, l'adolescence, des choses comme ça, quoi. Les problématiques, elles sont vraiment entre 10 mois et 2 ans et demi, quoi. Après, j'ai rarement des gens qui me contactent quand les Malinois ont 4 ans.
C'est super rare en fait. Souvent c'est plus parce que le chien il tire en laisse ou enfin voilà des choses on va dire basiques pour n'importe quel chien. Mais là effectivement des gros problèmes de réactivité, de morsure, de conduite agressive sur des humains ou d'autres chiens, c'est entre 10 mois et 2 ans quoi. D'accord. Mais c'est souvent lié en fait à un manque de respect des besoins. Et oui, des vrais besoins du chien. Tout à l'heure. Mais alors, comme il n'y a pas de solution, quelle est la solution j'invite vraiment les gens à prendre du temps pour leur chien, quoi. En fait, ils ont choisi cette race, faut qu'ils assument, quoi. Voilà, il y en a, j'imagine, qui les abandonnent. Après, malheureusement, je peux pas faire le suivi de tout le monde. Moi, je leur explique quoi faire. Et s'ils veulent pas non plus suivre les formations, parce que moi, je propose des formations pour les particuliers spécialement sur le malinois. Oui. Mais je peux pas les. Tu peux nous en parler? Alors, tu as, c'est Malinois et vous formation. Oui, j'ai une deuxième entité. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Ouais. Mais en fait, ça fait déjà plusieurs années que ça me trottait dans la tête. Et l'année dernière, j'étais en arrêt suite à un accident. Bref, et j'ai donc créé ce site internet et ce nom-là pour aider les particuliers justement avec leur malinois pour limiter, parce qu'on va pas dire stopper, ça serait vraiment utopique, pour limiter en fait les abandons de malinois, justement pour leur proposer un accompagnement spécifique à cette race. Exactement. Ah chouette. Voilà. Et donc ça marche plutôt bien. Je trouve que les gens sont plutôt réceptifs et ils adhèrent plutôt bien. Donc j'ai pas mal de demandes pour cette formation qui dure 2 jours. Voilà, tu peux nous expliquer un petit peu comment... Alors c'est en présentiel? C'est en présentiel, oui. Ok, voilà. Mais alors tu reçois des groupes de plusieurs personnes? Ce sont toujours les formations pour les particuliers. Ce sont que des stages de 2 jours individuels. Je ne fais pas de collectif parce que je vais être vraiment disponible à 200% pour les gens et pour leurs chiens. D'accord. Et en plus, c'est chaque problématique et chaque chien est différent. Voilà. Mmh. Et en fait, il y a une demi-journée de théorie et une journée et demie de pratique. Et notamment, on va vraiment remettre les choses en place, tout ce qui va être des balades, faire des vraies balades et pas juste des balades de 10 minutes. Donc ça veut dire que les gens, va falloir qu'ils s'investissent à sortir leur chien. Ça, c'est l'après-midi. On fait effectivement du coup de la marche en laisse. On apprend au chien le rappel, à ne pas tirer en longe. Donc ça, on va dire que c'est comme pour les chiens lambda. Ouais. Ça, voilà. Ça, c'est, on va dire, la base. Et le lendemain, on met en place vraiment des exercices de recherche, de jeu, pour vraiment exploiter. Et voilà. Exploiter et du coup combler les besoins. Les besoins qui sont vraiment spécifiques à cette race. Alors, c'est du petit niveau, puisque c'est pour des particuliers, mais en même temps, ça leur apprend aussi à jouer intelligemment avec leur chien. Parce que c'est pas en lançant 15 fois une balle à un malinois qu'on le fatigue. Hein. Ouais, bien au contraire. Ah bah oui, lui, il peut continuer. Voilà, moi, je suis obligée de l'arrêter de toute façon là-dessus. Donc, sinon, il s'arrête pas. Lui, il ne s'arrête pas. C'est incroyable. Voilà. Donc, c'est vraiment fait pour apprendre aux gens à passer du temps, mais intelligemment avec leur chien, et surtout à fatiguer correctement leur malinois pour qu'il soit plus gérable dans le quotidien. Super, cette formation. Donc, il y a le tarif et tout sur le site. Tout est sur le site internet, oui. Le bulletin d'inscription, tout est sur le site internet, oui. Mais tu as une formation aussi pour les professionnels destinés aux malinois. Hein. Tu peux nous en parler également? Oui, donc c'est aussi sur 2 jours. Et là, c'est pareil. C'est pour aider les collègues qui le souhaitent, hein, bien sûr, à mieux comprendre qu'est-ce qu'un malinois. Donc là, tu connais très bien, race que tu connais, voilà. Voilà, je connais. Il y a donc une journée de théorie où vraiment je présente ce qu'est le chien de travail et ce qu'est le malinois et comment reconnaître les profils. Et ensuite, le lendemain, c'est pareil. Ce sont des outils que je vais donner, en fait, aux éducateurs, pour travailler, entraîner ces chiens-là pour pouvoir, justement, mieux les gérer, avec leurs clients, en fait. Quand eux ont une clientèle. Exactement. Voilà, d'accord. En fait, ils sauront répondre. C'est ça. En fait, ça m'est venu parce que j'ai eu
pas mal de gens qui m'ont contacté du coup via les réseaux, des gens que je connaissais, d'autres que je connaissais pas, et qui me demandaient des conseils par rapport parce que au tu es la référente du et chien. tu as autorité dans le Malinois. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas leur permettre en fait de mieux connaître cette race et de partager du coup mes connaissances et mon expérience, tout simplement. Mais alors là, ils seront plusieurs éducateurs. Là, ils seront plusieurs éducateurs. Oui, voilà. C'est pour le coup un groupe de 10 à peu près. Ouais. Après, mais sans leurs chiens, ils viennent. Le lendemain, en fait, on peut emmener, c'est ce que je leur ai proposé, ils peuvent emmener un chien de client, mais pas tous. Voilà, oui, on n'aura pas le temps. Donc, mais voilà, s'ils ont des profils un petit peu atypiques, donc ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour ce chien-là. Pour ce chien. Exactement. Voilà. C'est très formateur pour tout le monde, de toute façon. J'ai essayé que ça le soit, en tout cas. Et est-ce que tu peux nous dire quel serait le plus grand changement que tu aimerais voir dans le domaine de la protection animale? Eh bien, j'aimerais voir un gouvernement dédié à la protection animale. Ouais, pour de vrai. Pour de vrai, voilà, pas des pseudo défenseurs de la cause animale. J'aimerais voir des applications de peines, parce que en fait, les peines existent. Oui, mais elles ne sont pas elles ne sont jamais appliquées. J'aimerais voir un fichier de personnes ayant été condamnées pour qu'ils ne puissent plus avoir un animal. Et oui, clairement, j'aimerais qu'il y ait plus de contrôle, que ce soit plus drastique. Quelque chose, quoi. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore trop de chiens qui ne sont pas identifiés, alors que c'est la loi. Une obligation. Enfin, je comprends même pas. Et tu envoies ça dans les refuges, des chiens non identifiés? Ah non, c'est pas possible. En fait, quand ils rentrent en refuge, ils ont fait la case fourrière. Ah oui, d'accord. Donc ils sont forcément identifiés quand ils arrivent en refuge. Mais à la fourrière, ils ne sont pas forcément identifiés. Exactement. En fourrière, ils peuvent arriver non identifiés. Et il y en a. Et il y en a beaucoup. C'est pour ça qu'on voit dans certaines annonces dans certaines publications de refuges, arrivée de fourrière, nous ne connaissons pas son passé. Oui, tout à fait. Là, il faudra faire avec, en fait. Là, il va se dévoiler, il va se révéler, donc il faudra faire avec ce chien, bien sûr, sans savoir son passé. Mais oui, j'aimerais effectivement qu'il y ait des choses sérieuses et pas de l'à peu près, quoi. Ouais, tu demandes pas quelque chose de délirant. Je pense pas. Tu demandes c'est juste l'application des peines de ce qui existe. C'est pas. Quand on pense que l'abandon est condamnable à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Il y a rien. Il y a rien et on peut abandonner plusieurs fois et en plus on peut maltraiter. Donc, en toute impunité. Voilà, ça me pose problème parce que les peines on les a. Mais elles ne sont pas, c'est juste l'application. Alors après, je dis pas qu'il faut de la prison. Je suis pas sûre que ce soit très formateur, mais en tout cas des amendes. Dire quand les gens ont pris quelques milliers d'euros d'amende, peut-être que. Sauf si tu tombes sur des gens insolvables. Ou là, ça. Il y a toujours des solutions. Ah oui, il y a toujours des solutions. Mais pourrais-tu maintenant nous parler quand même de tes chiens, parce que alors tu as 6 chiens, dont 4 issus de maltraitance et 2 que je vais appeler entre guillemets, attention, des erreurs de casting. C'est-à-dire que ils ont été achetés ou adoptés, je ne sais pas, mais sans que leurs humains aient pris en compte justement leurs besoins, les besoins spécifiques à leur race. Tu peux nous parler d'eux? Alors, on va commencer par le plus vieux, Jack, qui est un bosseron de 10 ans que j'ai adopté. Il avait environ 7 mois puisqu'il n'était pas identifié quand il est arrivé au refuge. Et en fait, c'est un chien qui était terrorisé de tout. Et je l'ai adopté, en fait, alors ça va peut-être paraître bizarre pour les gens, mais pour ma chienne malinoise, ma chienne de travail, Chétane. Oui, qui avait perdu son compagnon de route. D'accord. Donc c'était mon Rottweiler. Et en fait, je la voyais dépérir et je me suis dit, il faut que je réagisse parce que elle a besoin d'un copain chien. Donc je suis allée en refuge. Et j'ai dit, voilà, je cherche un chien assez grand, mais je cherche un chien le moins adoptable possible. Parce que je voulais vraiment donner une chance à un chien qui, voilà. Et en fait, on m'a présenté, du coup, ce chien-là. Et effectivement, au début, c'était assez compliqué parce qu'il approchait pas du tout les gens. À 10-15 mètres, il était pétrifié de peur. Et voilà, de fil en aiguille, il a pris confiance. Chétane l'a énormément aidé. Clairement à prendre confiance dans l'humain. Oui, il y a du mimétisme de toute façon. Exactement. Et du coup, alors aujourd'hui, c'est pas un chien facile, c'est pas un chien que je peux mettre avec tout le monde en tant qu'humain.
Mais ça, après, moi, je l'accepte sans problème. Je sais qu'il pourrait mordre. Je n'ai jamais eu d'accident parce que, voilà, je suis prudente, je pense. Mais je sais qu'il est capable de le faire. Après, moi, en soi, ça me pose pas de problème. On va dire que je m'adapte, en fait, aux chiens que j'accueille. Clairement, je leur Parce que tu ne connais rien, lui, de son passé, du coup. Non, je sais pas. Ouais, d'accord. Je sais juste qu'il a été capturé par les gendarmes sous une voiture. Ouais. C'est juste ça. Ouais. C'est juste ça que... comprendre un peu le traumatisme. C'est juste ça que je sais. D'accord. Après, il y a Dexter. Alors, pour moi, je pense que c'est lui qui est qui a été le plus en souffrance. Donc, il est arrivé dans ma vie en 2019. Donc, je l'ai adopté. Alors, dans un refuge que j'appellerais un refuge mouroir. Je ne le citerai pas parce que il a été fermé et dénoncé par l'association One Voice. Ah, d'accord. Mais ceux qui ont suivi l'affaire reconnaîtront le refuge. D'accord. Donc voilà, c'est un chien en fait que j'ai récupéré. Donc il avait 15 mois. C'est une amie qui me l'a remonté du sud de la France. Et en fait, quand je l'ai accueilli, il était d'une maigreur extrême, alors que bon, c'était un chien qui avait déjà fait plusieurs mois dans ce refuge, donc il n'aurait pas dû être dans cet état. Il avait des cales d'appui. Ah oui. Donc c'est à 15 mois, c'est juste pas possible. Et il avait des plaies. Ah oui. Donc j'ai fait faire un certificat vétérinaire de maltraitance et après j'ai lancé une procédure qui n'a pas abouti malheureusement, et je remercie One Voice pour le coup d'avoir mis en lumière ce refuge mouroir et de l'avoir fait fermer. Et d'avoir fait fermer, tout à fait. Alors Dexter, au début, il était extrêmement facile, trop facile sûrement. D'accord. C'est l'arbre qui cache la forêt. Et je comprenais pas pourquoi il avait été abandonné en fait. C'était tellement invraisemblable. Et au fil des mois, pour le coup, il a mis 9 mois avant de se révéler. De poser ses pattes, comme on dit, globalement, faut un mois, en règle générale. En général, c'est 3 mois. 3 mois, d'accord. Ouais. Lui, il lui a fallu 9. 9 mois. D'accord. Et là, ça a été extrêmement difficile. Vraiment des attaques, alors morsures, pas morsures vraiment graves, mais des bonnes prises de gueule, quoi. Des bonnes prises de gueule, pardon. Donc, c'était vraiment compliqué, le quotidien. Et ça, après, j'entends que c'était suite à son passé, hein, clairement. La maltraitance, ça fait des dégâts. Et là, j'ai été accompagnée vraiment d'un super vétérinaire, et je vais le citer, Dr Bouvresse, qui m'a énormément aidée. Donc, Dexter a été, du coup, médicamenté. Pour pouvoir en fait permettre des apprentissages qu'il n'arrivait pas à faire. Voilà. D'accord. Clairement, il a été mis sous molécule, et sans cette molécule, je ne sais pas où on en serait en fait, clairement. Parce qu'il n'y est plus maintenant, il a plus de voilà. Non. Et aujourd'hui, c'est un super chien. Alors ça reste du malinois, extrêmement gros gabarit, clairement, hein, il fait 75 cm au garrot et 42 kilos, donc c'est pas un bébé, ce qui rendait aussi difficile du coup les charges, on va dire, quand il voulait se servir de ses dents. Mais à l'époque, tu les sens bien, quoi. C'est ça, exactement. Mais du coup, grâce à la médication, ça a pu vraiment déclencher des bonnes choses en fait, et des bons apprentissages, et éviter pour le coup de me faire mordre quotidiennement, quoi. Donc, et médication qu'il n'y a plus encore une fois maintenant. Non, il y était pendant 18 mois. Donc, d'accord. Non, ça fait des années qu'il n'a plus rien. Voilà. Et si c'était à refaire, je referais. Sincèrement, bien sûr, pas du tout fermé. Pour ce résultat-là, de toute façon, il a une vie maintenant. Clairement. Et vous avez une vie. Oui. Et puis et en plus, alors ce qui est le plus triste dans l'histoire, c'est qu'il est issu d'un très bon élevage que je connais très bien. Qui a des bons papiers. Mais l'élevage, les bons papiers, c'est une chose. Mais les conditions d'élevage étaient parfaites. Donc c'est après. C'est après. Voilà. C'est vraiment après. C'est voilà. Ouais. Et un chien qui n'allait pas, dans le. La famille, les adoptants. Voilà, pour le coup, je connais tout le parcours de Dexter. Lui, tu le connais, d'accord. Mais par respect pour l'éleveuse, voilà. Bien sûr, parce qu'elle y est pour rien, et voilà, c'est vraiment. Parfois ils font effectivement le maximum. Exactement, et puis, c'est exactement ça. Alors pour le coup, je vais juste dire, moi, je connais très peu d'éleveuses
d'éleveurs ou d'éleveuses qui ont racheté leur chien pour le récupérer. Donc voilà. Mais là où ça a vraiment posé problème, c'est dans ce refuge. Eh oui, d'accord. Ah oui. Ah oui. J'en suis convaincue. J'en suis convaincue. Que les choses je dirais comment le. Ouais, que ça a dégénéré en fait. Ouais, je pense que voilà. Dégringoler, c'est là. Ça me donne des frissons. C'est bien que ça soit fermé maintenant. Ouais. Ça c'est. Ouais. Ensuite, il y a Poca. Donc, c'est une bergère allemande, comme j'aime bien dire, qui a 6 ans, également adoptée en refuge. Elle, je l'ai gardée 2 ans en famille d'accueil, puisqu'elle c'était une saisie judiciaire. Donc, elle ne pouvait tu peux expliquer ce que en fait, c'est un retrait suite à maltraitance, et le chien, en fait, ne peut pas être mis à l'adoption tant que le procès n'est pas passé. Et donc, Poca, elle a été retrouvée abandonnée dans un appartement en Eure-et-Loire, parmi d'autres animaux, dont des cadavres d'animaux. Donc voilà. Donc du coup, c'est pour ça qu'elle était sur réquisition judiciaire. Et c'est ce qui explique que tu l'as eu en famille d'accueil, oui, c'est que je ne pouvais pas adoptable. Non, juridiquement, je ne pouvais pas. Il fallait que j'attende que le procès soit passé. Mais comment on récupère un chien traumatisé comme ça? Parce que les chiens, ils ressentent les émotions, ils ont. Alors Poca, elle est. Je pense qu'il y a plein de gens qui l'auraient abandonnée parce qu'elle est exubérante. Elle est, comment je dirais, elle est hystérique. Elle est en survie par rapport à ce qu'elle a vécu, elle est hyper active dans le vrai sens du terme. Et là, on n'est pas sur un problème d'éducation ou non. Là, on est vraiment sur des problèmes de comportement. Mais qui sont liés à son histoire ou pas du tout? Comme je ne sais pas d'où elle vient à la base, je sais pas d'où elle est née en fait, je ne sais pas, je sais pas. Mais à côté de ça, elle est tellement attachante que moi j'occulte en fait ce côté-là. Mais par exemple, si c'est vrai qu'elle est contente de nous voir, c'est sans demi-mesure en fait. Elle fonce. Elle est contente et elle nous défonce. Voilà, elle est très contente. Mais après, quand je dis elle nous défonce, elle saute beaucoup. Elle sait qu'idéalement ce serait de pas le faire, mais c'est plus fort qu'elle. Tout est plus fort qu'elle en fait. C'est ça. Tout est vraiment exacerbé. Mais après, voilà, moi, mon quotidien me permet de la voir, c'est pas du tout un problème. Mais par exemple avec des enfants, ce serait juste improbable. Trop ingérable quoi. C'est compliqué en fait. Parce que l'hyperactivité, c'est vraiment une maladie pour le coup. Et on avait essayé de la mettre sous médicaments aussi pour un petit peu canaliser parce qu'en fait elle saute tellement qu'elle se fait mal. Et mais en fait ça n'a rien changé, ça n'a pas apporté. Donc j'ai dit on arrête. Et le vétérinaire était d'accord avec ça. D'accord. Alors après, il y a Nona. Oui, alors Nona, c'est une petite malinoise aussi. Alors elle, c'est pareil, c'est une saisie dans un élevage. Donc réquisition judiciaire aussi? Non, c'est pas pareil. Non, je crois qu'elle y était. En tout cas, moi, quand je l'ai adoptée, elle y était pas ou plus. Du coup, je me rappelle plus. Parce que moi, quand on me l'a présentée, elle n'y était pas. En tout cas, parce que j'ai pu l'adopter de suite. Mais je sais qu'elle vient dans un élevage, on va dire plutôt une usine, qui a été fermée. Aussi. Voilà. D'accord. Exactement. C'est pas plus mal. Donc, elle n'a pas été maltraitée physiquement, clairement. Je ne pense pas qu'elle ait été non plus maltraitée psychologiquement. D'accord. Je pense sincèrement qu'elle a fait de la cage. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc elle ne connaît rien en fait. Oui, elle connaissait rien quand elle est arrivée à la maison. Elle avait 9 mois, donc elle était encore très jeune. Et en fait, ce qui est vraiment très drôle, c'est quand je l'ai rencontrée, c'est une chienne qui était plus que terrorisée. Elle se serait fait pipi dessus. Enfin voilà. Et elle ne connaissait rien. Rien du tout. Et aujourd'hui, c'est la plus courageuse. Ah, excellent. Ouais, c'est vraiment. Elle a pris confiance en toi et du coup en elle. Vraiment, oui, mais en toi et en elle. Enfin, c'est vraiment. Donc aujourd'hui, elle a âgé de 3 ans, donc c'est vraiment une chienne extra. Enfin, elle est vraiment trop drôle. Moi, enfin voilà, elle me fascine, clairement. Elle te fait rire. Ah oui, énormément. C'est un clown. C'est chouette. Et puis après, il y a Sam, donc c'est un dog de Majorque, qui a été récupéré chez des particuliers. C'est donc elle qui, comme tu disais tout à l'heure, c'est une erreur de casting. Clairement, c'est un nom un peu masculin, mais c'est une fille. Hein. C'est une fille, effectivement. Mais en fait, elle a été achetée en salon du chiot, et je pense qu'effectivement, les gens se sont fait un petit peu avoir par rapport à la bouille que ça peut avoir un bébé molosse en fait. Et mais ils se sont
à mon sens, pas rendu compte de ce qu'était un molosse, parce que Sam, elle est pas très haute, mais elle est plus que trapue. Elle fait 35 kilos. Donc, et c'est que du muscle. Que du muscle. Oui. Et c'est une chienne, effectivement, qui a des difficultés à gérer ses émotions. Donc, c'est toute la problématique des chiens qui sont vendus en salon. Hein. Alors, c'est ce que j'allais te dire. Hein. Oui. De toute façon, on retrouve le problème des chiots. C'est ça. Mais moi, je croyais que c'était plus ou moins interdit maintenant, non? Alors, les salons ne sont pas interdits. Il faut 7 jours. Interdits, ce sont les animaux vendus en animalerie. Et les salons du chiot, c'est toujours autorisé. Oui, malheureusement, oui, c'est toujours autorisé. Et moi, je connais pas de bons éleveurs qui vendent en salon. Non, sincèrement. Mais de toute façon, et bon, pour moi, c'était fini, quoi. Du tout. Ça devrait. Ça devrait, mais c'est pas encore le cas. D'accord. Et du coup, oui, Sam, elle aussi, elle est débordante de vie et elle a un problème de gestion des émotions et des autocontrôles, clairement. Mais en soi, par rapport à ma condition de vie, moi, ça ne me pose pas de problème. Tu la gères? Oui, très complètement. Bien. Ouais. Je n'ai pas d'enfants. Elle aussi, s'il y avait eu des enfants, et c'est pour ça qu'elle est arrivée chez moi, parce qu'il y avait des enfants en bas âge, c'était dangereux, dans le sens où, alors non pas parce qu'elle avait des conduites agressives, pas du tout, mais comme elle déborde d'affection, 35 kilos, elle les mettait par terre, en fait. Clairement, c'était dangereux pour ça. Et puis le dernier, c'est Tano, c'est un malinois aussi. Étonnant. Qui a été aussi récupéré chez des particuliers. Alors oui, c'est une erreur de casting aussi, parce que c'est un monsieur dépressif qui s'est dit que ce serait bien d'avoir un chien en appartement et qui a choisi d'acheter Tano à un particulier, voilà. Et en fait, Tano présentait des bonnes aptitudes au travail. Donc du coup, je l'ai accueilli chez moi, je l'ai formé et je l'ai présenté en gendarmerie 2 fois. Il est parti 2 fois. Et sauf qu'en fait, ce chien ne souhaitait pas travailler ailleurs. Qu'avec toi. Qu'avec moi. Donc ça a été le gros problème, on va dire, parce que quand j'avais du coup les gars au téléphone, ils comprenaient pas la différence entre les vidéos que je pouvais montrer et ce qu'ils avaient sur le terrain, et je leur jette pas du tout la pierre parce qu'ils ont essayé 2 fois et c'est vraiment déjà super de donner 2 fois sa chance à un chien. Ouais. Mais voilà, j'en ai déduit qu'effectivement il ne voulait travailler qu'avec toi. Tano, il a besoin de créer un lien en fait, hein. Et donc, ne trouvant pas de profil adapté à Tano, puisqu'il a quand même des côtés assez, comment je dirais... Exclusifs un peu, non? Exclusifs et débordants parfois. Il peut vite monter en pression aussi. Et se servir de ses dents. Donc, c'est pas simple de placer ce type de chien. J'ai donc décidé qu'il resterait chez moi. Voilà. Et voilà. Et la meute, alors la petite meute au complet, on va dire, hein. Jack, ça Dexter, fait 6 chiens en tout. Poca, Nona, Sam et Tano. Voilà. Comment est-ce qu'ils interagissent entre eux et arrives-tu à maintenir l'harmonie? Oui, alors il y a des groupes que je fais parce que j'en ai qui ne s'entendent pas. Sam et Dexter ne s'entendent pas avec les autres. Alors Dexter, il a une copine, c'est Poca. Donc ça, c'est sa chérie. En revanche, il peut pas... c'est une petite copine, même, hein, c'est sa chérie. C'est sa chérie. Voilà. Et par contre, il ne s'entend pas avec les autres. Du tout. Sam ne s'entend avec personne. Comme ça, c'est réglé. Voilà. Et puis après, Tano, lui, il s'entend avec tout le monde. C'est absolument pas un problème. Et puis ensuite, c'est le trio Jack, Poca et Nona. Voilà. Et Nona, elle s'entend aussi avec tout le monde, sauf Dexter, puisque quand, en fait, ils se voient, ils ont juste envie de se tuer, hein, clairement. Ah oui, à ce point-là, ils peuvent pas se blairer. Mais après, voilà, j'entends. Moi, je pars du principe où je ne m'entends pas avec tout le monde. Donc, les chiens ont exactement le même droit de ne pas s'entendre avec tout le monde. Je suis d'accord. Et j'ai la structure qui va bien. J'ai cette chance de pouvoir gérer plutôt facilement, on va dire, le quotidien. Ta structure est tout à fait adaptée. Et puis, tu les comprends très, très bien. Tu respectes leurs besoins. Et moi, j'ai vu effectivement... voilà, tu as tout est adapté pour le bien-être. En fait, c'est conçu pour eux. Ouais, voilà, c'est conçu pour eux. Alors, est-ce qu'on peut dire que tu vis chez tes chiens? Complètement, et j'assume. On peut le dire. Voilà. Oui, j'ai aucun problème. Tu vis chez tes chiens. Je vis chez mes chiens, mais c'est complètement ça. D'accord. Et tu pourrais nous dire quels sont les grands enseignements que les chiens t'ont apportés? L'humilité. Ah, d'accord. C'est spontané, c'est sorti direct. Je pense être quelqu'un d'humble, enfin j'espère en tout cas l'être, mais c'est surtout qu'ils m'apprennent que rien n'est jamais acquis.
Donc l'humilité est une remise en question c'est perpétuelle. Ce que j'allais dire. Il faut toujours se remettre en question. Et puis si quelque chose ne va pas, c'est pas leur faute. Ah, c'est toujours la faute de l'humain. C'est forcément moi qui déconne. Hein. Je suis comme tout le monde. Hein. C'est pas parce que je suis dans le monde du chien que je fais pas de boulettes. Hein. Voilà. Mais c'est vraiment ça. C'est s'il y a un truc qui marche pas, il faut réfléchir pourquoi. Et tu réfléchis pour trouver. Et je dois comprendre. Ouais. Donc alors ça t'empêche de dormir la nuit ça parfois. Parfois. Oui. Il y a des chiens qui m'ont fait faire des nuits blanches. Hein. Des chiens d'accueil parfois aussi, qui étaient très compliqués et je ne comprenais pas pourquoi. Voilà. Mais c'est riche. Ah oui, bien sûr. D'enseignement. Bien sûr, c'est riche d'enseignement. Hein. Moi, c'est vraiment ça. C'est comprendre le pourquoi du comment. C'est clairement ça. Et alors ça, c'est très bien, je l'entends. Mais tu dis qu'il y a quand même des apprentissages essentiels pour la sécurité d'un chien. Qu'est-ce que t'entends quoi? Moi, je conçois pas un chien qui a pas de rappel. Donc voilà, ça c'est pour moi une sécurité pour le chien d'abord, bien sûr. Mais pour autrui. Moi, si je prends mon cas, j'en ai dans les 6 qui peuvent mordre. Et en fait, s'il n'y a pas, et là, je vais employer un gros mot dans l'éducation, s'il n'y a pas un minimum d'obéissance, ça me paraît... le gros mot, c'est obéissance. C'est clair. Dans le monde du chien, Okay. Et je trouve ça compliqué, en fait. Ouais. Je vois pas comment un chien qui peut mordre peut faire ce qu'il veut quand il veut, c'est pour moi pas possible en fait. Alors je travaille à la longe, hein, je mets des muselières évidemment. Donc moi tous mes chiens savent porter la muselière de façon respectueuse, mais ils savent la porter. Déjà par exemple pour mes vétérinaires. Alors c'est ce que j'allais dire. De toute façon ça peut être ça. Et puis moi je sais que dans certaines villes, même en France, hein, pas que dans certains pays, dans des transports en commun, c'est obligatoire. Voilà. Tu prends le train, c'est obligatoire. Et je trouve ça très bien en fait. Parce que on n'est pas à l'abri d'une mauvaise action humaine qui engendre une réaction canine. Et c'est le chien qui trinquera avec une... Et moi je dis toujours, vaut mieux prendre un coup de muselière que 4 crocs. Bien sûr. Certes, ça fait mal, un coup de muselière, mais 4 crocs, c'est pire. Oui, c'est pire. C'est pire pour l'humain et c'est pire pour le chien. C'est un drame pour le chien. Parce que le chien, après, c'est un drame pour le chien. C'est pas une étude. En fait, il y a les visites chien mordeur. Voilà. Donc, c'est 3 visites. Il y a l'évaluation. Et ça, c'est dès que tu mords, hein. Dès qu'il y a un croc. Voilà. Même une griffure, hein, si on suit le texte de loi, Donc, et ensuite, il y a l'évaluation comportementale, chien mordeur. Et alors ça, c'est... c'est à faire chez un vétérinaire évaluateur. D'accord. Donc après, tous les vétérinaires évaluateurs qui sont sur liste préfectorale ne les font pas. Si je prends par exemple mes vétérinaires qui sont 3 femmes formidables et pleines d'humilité, elles ne les font pas, les visites mordeurs, parce qu'elles se considèrent pas, comment je dirais... alors compétence, c'est pas... c'est dans le mot qualification. De comportement. Elles sont pas comportementalistes. Ah oui, d'accord. En fait. D'accord. Elles font les évaluations chiens de catégorie, mais qui est autre chose. Mais les évaluations chiens mordeurs, où il faut comprendre le pourquoi du comment. Elles s'estiment en fait pas. Alors est-ce que c'est légitime? Je sais pas. Légitime. Mais en tout cas, elles ne veulent pas le faire. Et je comprends complètement parce qu'une morsure c'est pas anodin en fait. Mais toi, tu peux pas le faire. Je suis pas vétérinaire. C'est forcément un vétérinaire. Ah oui, c'est forcément. Alors toi qui es comportementaliste, à l'inverse, qui saurait interpréter, comme tu n'es pas vétérinaire, tu ne peux pas, alors que les vétérinaires qui, elles, sont vétérinaires, mais qui ne savent pas forcément le comportement, elles ne peuvent pas le faire. C'est comme ça. Après, moi, je pars du principe où on doit travailler main dans la main, et chacun surtout doit rester à sa place, et surtout les éducateurs canins qui parfois débordent un peu. Moi, j'ai beaucoup de contacts avec des vétérinaires et ça se passe très bien. Mais voilà, chacun a son job à faire et on doit travailler ensemble, en fait. Voilà, ensemble, mais chacun a sa place. Mais oui. Moi, je réfère régulièrement des chiens parce que j'estime que c'est nécessaire qu'il voit un vétérinaire, comportementaliste, parce qu'il apportera des choses différentes de moi, parce qu'il est formé en médecine comportementale, et c'est autre chose en fait. Donc c'est pour ça que je dis on est complémentaires et on devrait travailler ensemble. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Pour moi, c'est comme ça. Sûr, dans l'idéal, on devrait faire un trio éleveur, éducateur, vétérinaire.
Eh ben écoute, c'est une question que j'aimerais te poser dans le futur, mais tu le rediras. Mais c'est vrai que ça, c'est oui. C'est ton souhait, quoi. Pour moi, c'est vraiment un trinôme, en fait. Ouais, un trinôme. Ouais, bien sûr, pour le bien-être du chien. Mais alors, tu disais le rappel oui, mais tu en as d'autres essentiels comme ça dans le quotidien. Moi, je refuse de me faire tracter par un chien. Hein. Donc, alors, la marche en laisse. Alors, qu'est-ce que tu appelles ? La marche en longe, en fait, tout simplement. Moi, je balade mes chiens qu'en longe. J'ai pas de laisse, en fait. Effectivement, moi, la plus petite, on va dire qu'elle fait 25 kilos et le plus gros, il fait 42. Donc, on imagine bien 42 kilos, il est hors de question que je me fasse tracter. Après, c'est du chien de traîneau, hein. C'est ça. C'est autre chose, c'est une autre discipline. Exactement. Et puis, parce qu'il y a, et je vais comprendre tous les particuliers qui ressentent cette pression sociale. Certains profils de chiens, le malinois notamment, a très mauvaise réputation. Et il est clair que quand on voit un malinois tracter son humain, ça n'inspire pas la confiance, en fait. Hein. Quand on croise ce genre de binôme, on se dit, oulala, pourvu qu'il lâche pas la laisse. Et voilà, moi, c'est vraiment ça que j'enseigne aussi aux gens, c'est, attention, vous avez un chien d'un certain type, derrière, ça doit suivre. En fait. L'humain, faut qu'il suive son chien, quoi. Alors, tu parles de marche polie. Parce que moi, la marche polie, c'est tu peux marcher sans tirer, mais c'est pas une marche au pied. Oui, d'accord. Voilà, c'est une marche. On fait pas de concours, en fait. Oui, voilà. Bien sûr. Je vais mettre vraiment de la marche au pied, quand je vois que le chien en a besoin, en fait. Et alors oui, je sais qu'il y en a, ça va les faire hurler, mais je suis désolée, il y a des chiens, ils ont besoin de travailler, et l'obéissance, au sens concours, c'est une discipline, et quand c'est fait de façon respectueuse, mais en fait, les chiens, ils aiment, quoi. Ouais. Voilà, et il n'est pas question de mettre des coups de saccade ou quoi que ce soit, hein. On aborde l'obéissance de façon polie, justement, pour avoir un chien qui marche à côté. Mais on n'est pas forcément au pied. Mais alors, oui, on n'est pas à dépasser le genou comme en concours. Oui, mais alors comment t'expliques que moi, Tao, par exemple, il marche mieux au pied, exactement. Mais c'est une contrainte, la laisse. Alors il y en a d'autres, ça va peut-être intéresser les auditeurs. Mais parce qu'en fait, c'est pas naturel de marcher en laisse. Il marche mieux sans laisse, au pied, il est. Oui. Mais parce que après, je ne sais pas comment a été enseignée la marche en laisse aussi. Ouais. Mais il y a plein de chiens pour qui la laisse, c'est anxiogène, en fait. Alors, est-ce qu'ils ont pris des coups de sonnette? Je sais pas. Est-ce que les gens ont tiré un peu sur la laisse à faire l'effet yo-yo? Et du coup, c'est hyper désagréable. Mais marcher à côté de son humain, c'est quasi naturel, en fait. D'accord, mais sans la laisse. Mais sans la laisse, sauf que juridiquement... on est tenu. Alors, il n'y a pas de loi qui dit qu'on doit tenir son chien. En revanche, il y a des arrêtés municipaux qui imposent d'avoir le chien attaché. Voilà. Il y a même des villes qui imposent la longueur de l'attache. Ça, c'est encore autre chose, mais voilà, ça arrive. Mais en revanche, on peut tout à fait apprendre à un chien à marcher à côté, même si c'est une laisse. Alors, faut pas qu'elle fasse 20 cm, mais 1m50. C'est un peu court quand même, je trouve. Ah oui, 1m80, alors 2 mètres. Alors moi, je suis en longe, mais une laisse d'au moins 3 mètres, déjà, c'est pas mal. Parce que quand il a besoin de renifler, il va pouvoir le faire. Si t'as 1m50, en fait, il va te tracter. Ouais, mais en ville, regarde, dans des grandes villes comme Nantes, à 3 mètres, il peut aller sur la route, là. Par contre, donc là, c'est plus sécure. Mais en fait, il y a un moment pour tout. Il y a un moment où tu es sur le trottoir, mais si par exemple tu arrives dans un espace vert, tu peux peut-être donner un peu de mou, tu vois. D'accord. Voilà. Moi, et ça se réapprend alors du coup, il y a de l'espoir. Oui, complètement. Sans problème. Bon, écoute, on verra ça. Ça intéressera nos auditeurs parce que je pense que je ne suis pas la seule. Mais en fait, la principale demande, et je vais parler de chien lambda, chien de famille, c'est mon chien il tire. Oui, mais il marche bien sans laisse. Ah, pas forcément, parce que les chiens ne détachent pas. Parce que souvent, quand le chien tire, le chien n'a pas de rappel. Ah ouais. Ouais, souvent, ça va ensemble. D'accord. Après, c'est on va dire une défaillance de l'éducation. C'est pas, mais c'est rien en fait. Ça, c'est pas grave. Ouais. Et comment, pas comment, plutôt, quels sont les comportements que tu évites d'enseigner? Tu sais, contrairement aux approches plus traditionnelles, on va dire, il y a des choses que toi, tu ne en fait, peux pas. Je vais éviter d'apprendre aux gens à jouer à la bagarre avec leur chien, qui, à mon sens, est contre-productif si on veut pas qu'un chien ait des mauvaises réactions, parce que selon la gestuelle qu'on va mettre en place pour jouer à la bagarre, peut-être que à un instant où en fait on sera pas vigilant, on fera cette gestuelle et le chien va pas comprendre. Oui.
C'est du conditionnement après. Hein. Donc non, j'apprends pas à jouer à la bagarre, j'apprends pas non plus à tirer sur une corde, parce que ce sont pas des choses qui sont, à mon sens, judicieuses de réitérer dans une famille, quoi. Tu parles tirer sur un code, tu parles de mordant un petit peu Ouais, ou... ce qu'on appelle aussi du tug. Ouais, d'accord. Voilà. Ah oui, d'accord. Parce que si par exemple, je sais pas moi, un enfant prend le jouet du chien et puis il le secoue dans tous les sens. Est-ce que le chien va réussir à faire le distinguo? La distinguo, je ne sais pas. Pas forcément. Pas forcément. Bien sûr. Quoi. On peut pas lui en vouloir, d'ailleurs. Mais exactement. Et puis parce que en fait, il y a ce qu'on va enseigner aux gens, et puis il y a ce qu'ils vont faire. Eh oui. Et on n'est pas derrière eux en fait. À la maison, on n'est pas là pour voir. Donc moi, j'enseigne rien qui pourrait mettre le chien en danger. Et pour toi, les plus durs à enfin pas à corriger, mais ce sont les humains. La problématique, elle est toujours humaine. Ouais, c'est ça. Ouais. Même si j'ai plein de respect pour l'humain, attention, mais ce sont les problèmes qu'on peut rencontrer avec un chien viennent d'abord des gens, des humains. Ouais. Clairement, Ouais, d'accord. Ouais, non, mais c'est très bien. Tu peux nous expliquer un petit peu d'ailleurs, Christelle, comment se déroule une séance de travail avec un chien réactif? Alors tout va dépendre de ce qu'ils vont choisir en fait. Souvent ils prennent le pack que j'ai, donc c'est une journée de stage avec une partie théorie où vraiment j'explique ce qu'est la réactivité et comment on va la gérer. Et après il y a la pratique. L'après-midi, on est vraiment sur du travail, on va dire apprendre à marcher en longe sans tirer, vraiment des choses basiques, le rappel notamment, pour qu'on ait un chien qui soit quand même attentif à l'humain. Pour moi, on peut pas travailler un chien réactif si le chien il en a rien à faire de son humain. S'il fait sa vie comme il veut, donc il faut que les gens. Ça va être difficile de mettre des choses en place. Et il faut d'abord que les besoins du chien soient comblés. Donc il faut que les gens aussi apprennent à bien dépenser leur chien avant de commencer à travailler. Donc ça, tu leur apprends aussi. Oui, exactement. Ça fait partie de la formation, du pack de la formation. Et après, il y a 2 séances d'1h30 d'accompagnement. Alors, c'est clairement pas suffisant, on va pas se mentir, mais c'est vraiment pour amorcer le travail. Et après, ils peuvent prendre des petits forfaits, comme ils veulent. Mais vraiment, le pack, il est fait pour amorcer le travail et leur expliquer comment on va travailler avec leur chien réactif, quoi. Voilà. Et tout ça, pareil, de façon individuelle. Ah oui. C'est pas. T'es vraiment aux petits oignons pour. En fait, le collectif, c'est bien quand on a des chiens qui n'ont pas de problème, quoi. Ouais. C'est très bien le collectif. Hein. Attention, les balades éducatives, les balades sociales, on les appelle comme on veut, c'est très bien. Mais il faut d'abord que les gens aient travaillé avec leurs chiens avant d'intégrer des balades collectives, quoi. Ouais, d'accord. Sinon, c'est pas possible. Mais c'est juste impensable, en fait. C'est comme si on met un humain, je sais pas moi, qui est phobique de quelque chose. D'une foule, tu le mets dans un et concert, en fait, on le met en immersion dans un... c'est pas possible. Il va péter il va péter un câble. Et ce qui est normal, ce qui est légitime. Ça n'a pas de sens, en fait. Oui, bien sûr. Oui, c'est un contresens, je comprends. Mais d'ailleurs, tu insistes aussi sur la nécessité de socialiser les chiens. Oui. Alors, sociabiliser. Est-ce que tu peux déjà expliquer un petit peu la différence et quelles sont les bonnes étapes ou les étapes du moins d'une bonne socialisation du coup? Alors la sociabilisation, c'est la capacité à socialiser un chien, et la socialisation, c'est l'action en fait. Voilà. Ça c'est comme ça que je définis. J'ai pas regardé dans un dictionnaire, mais pour moi c'est comme ça que ça se définit. Et les étapes pour obtenir une bonne socialisation? Eh bien déjà ça se passe à l'élevage quand les chiens viennent d'un élevage, il y a un vrai travail qui doit se faire à l'élevage de socialisation et familiarisation. Donc c'est pas la même chose. Socialisation, c'est relatif au monde chien et familiarisation, c'est relatif aux autres espèces en fait. Et à l'environnement. Exactement. Ouais. Et effectivement, si on prend un chiot qui a grandi en chenil ou en cage et qui n'a jamais rien vu de sa vie, ça va être plutôt compliqué. Les gens, ils ont intérêt à vraiment faire les choses correctement. Socialiser un chien, c'est pas nécessairement l'emmener dans des foules bruyantes sur les marchés, les brocantes. C'est ce qu'on entend dire, en tout cas. Je sais, mais c'est la meilleure façon pour construire un chien réactif. C'est de l'emmener dans des endroits qui seront anxiogènes, en fait. Une bonne socialisation, pour moi, c'est une habituation qui se fait à distance. C'est de l'observation d'abord, sans stress et sans crainte surtout.
Parce que le problème de faire de l'immersion, c'est qu'on va sensibiliser le chien et on va le pousser à réagir. Et c'est comme avec les enfants, en fait. Moi, je vois des fois des enfants sur les marchés. On peut compter le nombre de fois où ils se font bousculer par des adultes qui ne regardent pas où ils vont. Les coups de sac à main que les enfants peuvent prendre. Enfin, ça paraît peut-être bête, hein, mais les gens ne font déjà pas attention aux enfants. Comment voulez-vous qu'ils fassent attention aux chiens? C'est pas possible. Donc pour moi, ça doit se faire à bonne distance et surtout, encore une fois, en regardant son chien. Est-ce que mon chien, il est à l'aise? Et oui, c'est ça va dépendre aussi de chaque individu. Exactement, il y a des chiots, on pourrait leur faire... trop bien dans leurs pattes. Mais c'est ça, en fait, ils s'en fichent de tout, quoi. Ouais, parce que, alors, tant mieux, ils sont bien dans leurs pattes, ils ont confiance en l'humain. Mais faut pas gâcher ça. Bien sûr. Une mauvaise expérience peut tu fais tout flinguer, clairement. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de chiens réactifs qui deviennent réactifs suite à une morsure d'un autre chien. Morsure, un traumatisme. Il y en a beaucoup, oui, c'est clair. C'est la principale raison, d'ailleurs. C'est de la réactivité. Ah oui. La réactivité qu'on génère globalement, c'est parce que le chien il s'est déjà fait mordre une ou plusieurs fois. Et alors, dans ce que tu dis là pour la socialisation qui commence à l'élevage, pour toi, j'imagine que l'éleveur, c'est un vrai métier du coup. Ah mais complètement. On peut pas s'improviser éleveur et faisant de la protection animale, je suis forcément contre les particuliers qui font de la reproduction. Non mais voilà parce qu'on en voit tellement. Voilà, chez eux et qui marient, comme je dis, Pierre avec Paulette. Non en fait. Mais tu sais, Christelle, qu'on entend encore. Moi, je sais ce que tu vas me dire. Non, mais ma chienne, elle veut des bébés. C'est important au moins d'avoir des bébés une fois à ma chienne. Ah non, mais mon chien, je peux pas le castrer. Faut s'imaginer, moi, si on me castre. Alors, pour le coup, tu te rends compte, on entend ça. Je sais qu'on entend encore ça, et je vais rassurer tout le monde. Moi, j'ai pas d'enfant, par exemple, et je me porte très bien. Oui, alors je confirme, tu vas très bien. Je n'ai pas eu besoin de me reproduire pour être sereine. Non, mais c'est quand même. Mais c'est une aberration. Je dis ça comme ça en rigolant avec toi, mais c'est la réalité. On entend ça. On entend encore ça. Oui, faites-lui faire une portée, elle va se calmer. Mais c'est. Non, je suis pas sûre là. Ou mon chien a besoin de niquer un coup. Je peux pas le castrer. Terrible, ou ma chienne, elle a besoin d'avoir au moins une fois dans sa vie des petits. Quoi. Tu entends ça? Ah oui, mais c'est encore véhiculé malheureusement. Et c'est juste très moche, quoi. Et c'est un métier. On est d'accord. C'est un métier. C'est un métier. Un vrai métier. Comme le métier d'éducateur canin, pour moi, il est encore pas assez non plus réglementé. Parce que là aussi, il faut que la cassette, un numéro de SIRET. La cassette pour être éleveur, exactement comme pour éducateur. C'est pareil, c'est la même chose. Oui, parce que tu peux nous dire éducateur canin, toi, tu peux aujourd'hui, nous ça il faut juste donc la cassette, c'est une attestation de connaissance. Ça se passe en 2 ou 3 jours selon les options qu'on choisit. Et à l'issue, en fait, on peut se dire éducateur canin. C'est que de la théorie, c'est un QCM à la fin. En fait, pour valider. D'accord. Et c'est terminé. Question-réponse. Et pareil pour être éleveur. Et pour être éleveur, c'est la même chose. Exactement. Il y a, c'est rien, en fait. Et alors que, quand on voit, en fait, les bons éleveurs, le travail qu'ils font, c'est un travail plus qu'énergivore, clairement, puisqu'ils ont les chiots chez eux. Enfin, donc c'est du temps plein. Il n'y a pas de repos. Temps plein. Et puis avant cela, t'as la sélection quand même. Exactement. Il y a le côté génétique. Alors moi, je panne que dalle en génétique. Mais ça rentre en compte quand même. Mais voilà, pour connaître certains éleveurs, je sais qu'ils font vraiment des choix. Des choix. Un bon travail. Oui, complètement. De mariage. Je veux dire, le mariage, il est pas fait. C'est exactement ça. Et puis les éleveurs en tout cas que je connais, ils vont travailler sur davantage le mental du chien que la beauté. En fait. Oui, alors ça, c'est parce que ce sont des lignées de travail. Non, pas nécessairement. C'est pour l'équilibre, je pense. Je pense qu'il vaut mieux choisir un chien sain d'esprit, bien dans ses pattes, et dans sa tête. Et peut-être alors c'est très un peu moins beau entre guillemets. Bien sûr, c'est très beau, mais voilà, exactement. Bien sûr. Où c'est pas le physique qui va primer en fait. Bien sûr. Oui. Mais après, moi, je n'ai que très peu de connaissances en matière d'élevage, donc je ne vais pas. Oui, mais c'était pour rebondir par rapport à la socialisation là-dessus, qui est faite dès l'élevage, quoi. Moi, quand je vois le travail de certains et quand je vois ce
ce que donnent les chiots, je me dis, mais waouh, quel travail. Ouais. Vraiment, ouais, vraiment. Ouais, on peut les saluer, hein, ceux Ah qui oui, font oui, complètement. un beau oui. travail. Parce que il y a assez de mauvais, il faut vraiment reconnaître qu'il y a de très très bons éleveurs. C'est vrai. Ah oui, Moi, oui, clairement. je sais que tout à haut, je fais un coucou d'ailleurs à Audrey et Anthony, s'ils m'entendent. Est-ce que tu as déjà été surprise, Christelle, par la réaction inattendue d'un chien lors d'une séance de travail? Ça t'est déjà arrivé? Alors là, spontanément, je sais pas, mais sans doute. Alors, des fois, oui, ils ont des réactions parce qu'ils veulent pas. Et par exemple, ça m'est arrivé il y a pas très très longtemps. Voilà, on travaillait avec un chien et d'un seul coup, en fait, il s'est assis, il m'a tourné le dos et il m'a dit gros fuck. Ah ouais, voilà. Ah, trop drôle. Ouais. Et là, c'est ça, en fait, la lecture, c'est dire ouais, ok, j'ai compris. Bon là, stop. C'est terminé. Ouais, complètement. Ouais. Oui, là, tu pousses pas du tout, tu respectes. Non, Alors, tu le vois à un autre moment, tu fais quoi? En fait, quand c'est comme ça, j'arrête la séance et le temps qui reste, il est reporté sur une autre fois. Voilà. Tout simplement. Et puis ça se passe très bien, du coup. Et moi, tu vas pas au jamais. conflit. Mais en fait, ça sert à quoi? Ça va être contre-productif. Ouais, tout à fait. Si c'est juste pour faire le temps qui est imparti, moi, ça m'intéresse pas, en fait. Ouais. Et puis le chien, il faut qu'il ait envie de revenir me voir. Mais je pense que tu emploies le bon terme, c'est contre-productif. Bah ouais, moi, si ça n'apportera rien de on bon, en fait. m'oblige à faire un truc, alors, je vais le faire. Oui, mais je peux t'assurer que je vais pas bien le faire. Hein. Ouais, bien sûr. Et puis, tu n'auras pas envie de revenir la prochaine fois. Exactement. En Donc, plus. Voilà. Ouais, bien sûr. Non, mais ce qui est là normal, où je vais pousser un petit peu, si tu veux, c'est quand je cherche le potentiel d'un chien qui possiblement va partir en travail. Ouais, voilà. D'accord. Là, je vais pousser. Alors, je pousse pas le chien dans ses retranchements, attention, mais je vais voir effectivement sa ténacité. Ouais. Voilà. Et oui, parce que lui, à l'inverse, il peut pas vraiment lâcher. Hein. Exactement. Et c'est vraiment ça qui va me dire si c'est c'est un chien qui va pouvoir ou pas. Et quand je vois que c'est pas, j'insiste pas, en fait, tout simplement. Hein. Ouais, bien sûr. Et avec tout ça, comment est-ce que tu fais pour équilibrer ta vie personnelle avec ton engagement professionnel plus ton engagement associatif dans le monde canin? Comment tu fais? Ma vie personnelle, ce sont mes chiens, hein, clairement. C'est ce qu'on disait, tu vis chez tes chiens. Je vis pour mes chiens. Pour et chez. Oui, c'est ça. Et puis après, c'est pas... moi, je suis épanouie comme je... Oui, tu le vis bien. Exactement, en fait. J'ai pas... je vis seule, hein, mais ça me pose aucun problème. Non, c'est très bien. Je suis... alors, solitaire, je ne sais pas. Je sais pas si c'est comme ça qu'on peut me définir. Mais je n'ai aucun souci je n'éprouve pas de solitude. En fait, c'est ça. De toute façon, tu n'es pas seule avec c'est pour ça, en fait. Et mais après, c'est vrai que voilà, ça peut choquer parce que je n'ai pas de conjoint mais en fait, j'ai pas ce besoin, en fait. Et puis, oui, et puis je me dis que quel est le taré qui supporterait. Non, mais attends, Christelle, moi, j'en ai trouvé un. Donc, il y en a, il existe, hein. Je fais un petit clin d'œil à mon cher et tendre. Il y en a. C'est une vie qui est assez prenante. Ah, ben oui. Tu sais, moi, je t'en ai parlé. C'est un choix de vie. Ah oui, c'est un engagement qui est très, très prenant. Exactement. Moi, j'ai eu jusqu'à 71 animaux, comme je te l'ai dit, 30 chiens, 33 chiens, etc. Donc, tu vois, tu as de la marge. Mais il y en a, Christelle, il y en a. Non, mais est-ce qu'il y a des moments où on peut dire où tu te sens le plus connecté à tes enfin, on va dire, disons, plus connecté que d'autres à tes chiens? Ou tu es toujours connecté? Non, tu toujours, peux pas. T'es toujours connecté. Ouais, je crois pas que... Il n'y a pas de moment qui... Ah ouais? Ouais, parce que je pars pas en vacances, ou très peu. Je parle... Et quand je pars, c'est un but de chien. Ouais, bien sûr. Il y a un but de chien, en fait, clairement. Mais c'est que quelques jours, quoi. Voilà. Ouais. Mais t'es toujours connecté à eux, quoi. Je veux dire, tu restes... Je vois pas, alors même si en osmose, on peut dire. J'ai des parents formidables parce que quand je m'absente, ce sont eux qui viennent chez moi. Mais en fait, je suis contente de revenir chez moi. Ah oui, parce que tu retrouves tes loulous. C'est comme ça en fait, ça s'explique pas, je crois. Ouais. Non, mais c'est chouette. Après, j'entends que ça peut être très compliqué pour certaines personnes. Mais tout le monde ne le comprend pas. Ouais, c'est ça, ma façon de vivre. Non, mais moi, je le comprends totalement. Mais c'est pas grave. C'est la tienne. Et elle te va très bien et tu es... C'est exactement ça. Je subis rien, en fait. Voilà, clairement. Ah non, mais ça se voit. Voilà. Je peux rassurer les auditeurs. Tu vas très, très bien, Christelle. Et tes chiens aussi. Et quelle est la chose la plus gratifiante pour toi dans le fait de travailler quotidiennement avec des chiens? C'est le remerciement des chiens. Ouais. C'est ça, ta plus grosse gratitude. C'est quand je vois, en fait, qu'ils sont heureux, en fait.
Et surtout pas éteint comme tu as dit. Oui, c'est ça. C'est pour ça. Ouais. Quand je les vois vivants et heureux. Et ça c'est la récompense. C'est le plus belle. Grand bonheur. Clairement. Les gens aussi, les humains aussi, quand tu vois, ils t'appellent, ils ont un gros problème, là, je pense. Oui. Et puis que finalement, après, t'as des nouvelles parfois? Ah oui, très souvent même. Ouais. Ah oui. Et ça, moi, je fais beau, toujours un suivi, en fait. J'ai autant de conversations WhatsApp que j'ai de chiens. D'accord. Voilà. Ouais. Et en fait, voilà, je pense aussi que ça, les gens apprécient parce qu'ils peuvent m'envoyer en fait des vidéos et je fais un suivi comme ça en fait parce que j'ai des gens qui sont loin et que je peux pas voir aussi souvent qu'on voudrait. Oui. Donc en fait, on fait le suivi comme ça et souvent voilà, quand ils me font des vidéos par exemple, je vais décrypter la vidéo et je vais leur refaire un montage avec les explications pour qu'ils puissent refaire à la maison en fait. Ouais, bien sûr. Ouais. T'es très très proche des chiens. Alors de tes chiens oui, mais des chiens des humains que tu suis, enfin des chiens que tu suis et de leurs humains en fait. Je m'investis autant pour les chiens qui viennent me voir avec leur maître que pour les miens en fait. Ouais, t'as le même amour, le même respect et la même envie de bien faire. Ça, on le sent. Il faut, comment je dirais, les gens ils viennent. Alors oui, c'est vrai qu'on leur apporte un service, voilà. Mais en fait, ils viennent, je pense, d'abord parce qu'ils aiment leur chien. Ouais. En fait, moi, je connais pas d'humain qui fait la démarche, un comportementaliste qui fasse la démarche s'il n'aime pas son chien. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Donc et tu vois, ça me fait penser à quelque chose, Christelle. Est-ce que ça t'est déjà arrivé alors d'échouer, tu sais, on en a parlé. Alors échouer, le mot est un petit peu dur. Oui, malheureusement. Mais oui, mais alors là, c'est de la faute de l'humain, c'est la faute. Enfin, je pense que c'est la faute à pas de chance. Ça peut. Ouais, je pense que c'est. Mais comment tu le vis toi, par mal, contre, très mal. Et du coup, ton parcours t'a amené à rencontrer de nombreuses personnes et de nombreux chiens. Oui. Hein, t'es d'accord? Oui. Est-ce qu'il y a un moment, tu pourrais ressortir le moment le plus marquant que tu aies vécu? Parce que cette chienne, je l'oublierai jamais. Ah, il y a de l'émotion, ouais. C'est une collègue en fait qui m'avait contactée pour une malinoise qui était stéréotypée en fait et qui était visiblement d'après les gens très compliquée. Donc je me suis déplacée là-bas. Donc on est allé chez les gens et j'ai commencé à approcher la chienne. Ça se passait plutôt bien. Donc on a travaillé dans le jeu, etc. Et puis j'ai souhaité la voir sans ses humains. Donc c'est vrai que c'est assez rare que je fasse ça, mais en fait je trouvais que les gens écrasaient leur chienne et j'avais vraiment besoin de la voir seule. Et en fait cette chienne, donc on est allé sur le terrain de ma collègue et cette chienne en fait elle m'a tellement donné que c'était hyper poignant en fait. Je l'oublierai jamais. Et à tel point que quand les gens sont revenus la chercher le soir, je leur ai proposé de l'adopter leur chienne en fait, puisqu'ils savaient pas trop s'ils voulaient la garder ou pas. Ouais. Et je leur avais dit mais c'est une pépite en fait et je dis mais moi je suis prête à repartir avec. Et le gars a refusé. D'accord. Il a dit mais je vais savoir. Ok. Ouais. Et bref, j'avais dit donc à ma collègue, j'ai dit bah écoute tu verras que dans quelques mois il va te rappeler. Il va y avoir un événement qui fera qu'ils voudront se débarrasser de leur chienne. Ça a pas loupé, 18 mois après, elle me recontacte et elle me dit ça, que la meuf elle est enceinte et... ils veulent pas garder la louloute. C'est ça. Et je dis ok, je dis sauf que la chienne là, elle a un certain âge et que pour le replacement, ça va être compliqué. Et je dis moi j'ai plus de place en fait. Oui. Là c'était bon, il y a eu 18 mois, mais... Oui. Et j'ai dit, moi, je veux bien la prendre pour l'emmener en test, puisque j'ai emmené un autre chien, en fait, en test. Donc voilà, je l'emmène en test et je préviens les gars, les gendarmes. Je dis, voilà, cette chienne, ça fait 18 mois que je l'ai pas vue. Et donc, je ne sais pas. Et oui. Et voilà, c'est typiquement le chien qu'on a abandonné à son triste sort et qui était morte à l'intérieur, quoi. Ah ouais. Voilà. Et il se passait plus rien dans sa coquille, en fait. Donc j'ai su après qu'ils avaient soi-disant trouvé des adoptants. Après la qualité. Ah oui, c'est qu'elle a pas pu travailler. Du coup, elle a pas pu. Non, elle a pas répondu au test en fait. Elle n'a rien fait. Parce qu'elle était vide de l'intérieur. Ouais, il y avait plus d'émotion. Ah, c'est horrible. Ouais, c'était horrible parce que c'était une super chienne. Ouais, c'était vraiment une pépite. Et eux, ils se seraient débrouillés par eux-mêmes pour la replacer. Ils se sont débrouillés par eux-mêmes pour la replacer. Voilà. Oui, mais avec quel avenir, je ne sais pas. Ça, je sais pas.
Vraiment, je sais pas. Donc oui, c'est il y a cette des situation, faits elle marquants était comme ça. vraiment difficile en fait Ouais. parce que j'ai pas su convaincre les gens en fait. Tu vois, c'est. T'as pas su convaincre. Il y a des gens qui ne veulent pas être convaincus. Hein. Après, je sais pas. C'est Mais après, j'ai des jolies choses aussi. Ouais. Bien sûr, heureusement d'ailleurs que j'ai. Voilà, j'ai des binômes qui reprennent confiance. J'ai des binômes qui découvrent leur chien et qui font du coup plein de trucs avec leur chien. Et ça, c'est magnifique. Ouais, voilà, exactement. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment la meilleure des récompenses. Hein. Ouais. Clairement. De très belles. Mais est-ce que ça t'arrivait parfois de te dire j'arrête tout, je n'en peux plus? Jamais. Non. Qu'est-ce jamais. qui te fait continuer? Alors des moments quand même de down, de pas bien, quoi. Je veux dire de baisse un petit peu, mais même pas. Pour le chien, en fait. Tu continues pour le chien. C'est pour le chien parce qu'ils ont rien demandé, quoi. Ouais, ils sont là. On leur demande beaucoup, mais ça, en fait, enfin. Ouais. Eux, ils y sont pour rien d'être avec nous, quoi. Non. C'est ça, en fait, et je ferai toujours tout pour pouvoir les aider, en fait. Moi, je te remercie pour eux. Hein. Voilà. Ouais, je te remercie. Et puis, et il y a des humains vraiment formidables. Ouais, exactement. Oui, bien sûr. C'est voilà. C'est la majorité quand même ou pas? Alors, les gens sont toujours bien, mais en fait, ils n'ont pas toujours les capacités à apporter ce qu'il faudrait. C'est vraiment deux choses différentes. Parce qu'avoir la volonté, c'est bien, mais pouvoir le faire. Oui. C'est le vouloir et le pouvoir, c'est pas la même chose. Parce que je vois des gens qui veulent vraiment faire les choses correctement, mais ne peuvent pas. Par exemple, ils n'ont pas le temps matériel. Et là, tu peux pas les journées, on peut pas les étendre en fait. Et là, là, c'est dur. Parce que les gens doivent se résigner à prendre des décisions et c'est là où c'est le plus compliqué. La première aurait été peut-être de pas prendre un certain type de chien mais voilà, toujours le même. C'est toujours, c'est. Alors oui, ces gens-là, en fait, ils me peinent parce que je sais qu'ils voudraient bien faire. Mais ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Tant, je parle. Après, il y en a qui se donnent les moyens. Moi, j'ai un monsieur comme ça. Il y a quelques mois comme ça, il m'a appelé parce que voilà, c'était pour replacer son chien. Donc je commence à faire des recherches, etc. À Malinois toujours. Hein. Enfin voilà, c'est que ça en fait moi. Donc je commence à faire des recherches, etc. Un petit peu à alerter les réseaux, on va dire. Ouais. Et puis quelques jours ou semaines, je me rappelle plus. Il me recontacte et il me dit non en fait. Je veux garder mon chien et vous allez m'aider. Wow. Ok. Et là, c'était et en fait, ils forment aujourd'hui un binôme extraordinaire. Le monsieur, il s'est donné à 2000%. Et en fait, ce qui a été le déclic, c'est et j'ai trouvé ça génial. Ce sont ses enfants. Ah ouais. Ouais. Parce que ils lui ont dit, mais sinon on avait posé problème. Tu nous aurais abandonné. Ils sont grands, ces enfants, en fait. Ils sont. Et c'est tellement vrai. Ils sont des jeunes adultes, hein. Et en fait, je crois vraiment que ça lui a mis une claque monumentale. Et du coup, il s'est remis en question. Et ça, je trouve que c'est vraiment très beau. Extraordinaire et exceptionnel. Vraiment, j'ai trouvé ce monsieur, mais admirable. Ah ouais, franchement, on peut le dire. Oui, franchement, ouais. Et je lui ai dit, hein. Vraiment. Et c'est aujourd'hui un très beau binôme. Ah ouais, franchement, ils sont trop bien. Il fait des choses avec son chien et aujourd'hui, il regrette rien, quoi. Et voilà, pour le coup, il a fait plein de choses. Il a rehaussé ses clôtures, il a changé son portail, enfin voilà. Il a fait ce qu'il fallait. Il dégage du temps parce qu'il est à son compte, hein, il est entrepreneur. Enfin voilà. Donc ça c'est vraiment le plus beau cadeau. C'est vraiment, quand t'as des nouvelles. C'est très chouette. Alors, tu pourrais nous dire quels sont tes projets à venir pour l'association de protection animale dont tu es présidente, parce que tu as une association de protection animale. Et puis les projets dans ton travail également. Alors pour l'association, pour l'instant, on a que très peu de moyens, donc on ne peut pas prendre beaucoup de chiens en charge. Moi, ce que je rêverais, c'est qu'il y ait des gens qui veulent bien faire famille d'accueil, mais pas qu'avec les bons côtés de la famille d'accueil, parce que quand on prend des chiens en charge, ce sont souvent des chiens à problème et forcément, ça peut être des chiens destructeurs, ça peut être des chiens mordeurs. Donc quand on cherche des familles d'accueil, elles veulent toujours que le bon côté.
Et ça, c'est compliqué de trouver des familles d'accueil qui acceptent certains chiens. Mais elles ne savent peut-être pas aussi. Tu vois, Christelle, si on les tu parles de en chiens. fait. Ouais, mais chiens mordeurs, comment tu leur apprends à le gérer? Après, il y a des choses à mettre en place, voilà. Mmh. Mais il y a des gens qui veulent bien être famille d'accueil, mais sans les problèmes. Ouais. Bien sûr. Voilà, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Non, si on les prend en charge, c'est parce qu'ils sont un problème en fait. Voilà. Ouais. Donc des projets, j'en ai pas vraiment aujourd'hui pour l'association et j'ai envie de dire que c'est comme pour toutes les petites associations, c'est compliqué financièrement, on va pas se mentir. J'ai commencé à faire les démarches pour faire les reçus fiscaux, tu sais. Ah oui. Oui. Alors ça, on peut en d'intérêt parler. général, enfin c'est ça. Sauf qu'ils mélangent les petites associations comme la mienne et les grosses. Ah ben oui. Et c'est les mêmes règles, conditions. Oui, exactement. Oui. Donc, sauf qu'en fait, c'est tellement fastidieux. C'est ce que j'ai dit à la personne des impôts. Des impôts, ouais. J'ai dit mais en fait, vous faites tout pour qu'on ne fasse pas. Ben oui. C'est fait en sorte pour qu'on ne demande pas en fait. Hein. Donc elle me dit mais non, mais je dis bah si en fait. Bon, bref, donc il faut que je me replonge dans ce dossier. Donc là, on va dire qu'en projet, ce serait ça. Pouvoir permettre de délivrer des reçus fiscaux. Parce que nous, on n'a pas les moyens de payer un comptable pour nous monter le dossier, parce que je sais que c'est aux alentours de 500 €. Et nous, 500 €, bah, c'est énorme, en fait. C'est vraiment, voilà. Mais éventuellement, tu donneras le nom de l'association, le lien, si tu as besoin? Ou... Je suis pas sûre, parce qu'aujourd'hui, on est, d'accord. Alors, depuis 2 jours, hein, clairement, on est harcelé sur les réseaux. On subit clairement du bashing, hein, voilà. Donc non, je donnerai pas le nom de mon association. Et ni le mettre sur le site, sur mon blog, d'accord. Non, ok, ça reste confidentiel. Ouais, je vais préserver. Je vais dissocier en fait. Ouais, voilà. Bien sûr. Mais comment t'expliques ça? La connerie humaine, je sais pas, on peut dire ça. Ouais, bah alors ça s'explique pas effectivement. Hein, ça se saurait si ça s'expliquait. Donc on reçoit des mails pas sympas, on reçoit des commentaires pas sympas du tout, et alors qu'on n'a rien demandé à personne en fait. Donc, mais voilà, comme j'ai déjà dit j'ai déjà publié dans certains commentaires, si chacun s'occupait de son cul en fait, on avancerait beaucoup mieux. Ouais, c'est ça. Ouais, déjà, que chacun regarde s'il balaye devant chez lui. Et après, ça se passera bien. Ouais. Mais bon. Et pour le travail, pas de projet non plus? Mon rêve, donc c'est pas un projet. C'est un rêve, en fait. Mais ça, peut-être quand je serai plus vieille. J'aimerais, en fait, créer vraiment un refuge dédié aux Malinois, qui sont pas plaçables, en fait. Ou qui sont devenus trop compliqués, et permettre une retraite. En fait, mais voilà, c'est qu'un rêve parce que forcément le coût financier, c'est juste inimaginable et les structures. Après, il faut pouvoir avoir la structure, mais ça serait qu'un rêve. Mais en termes de projet, je sais pas, peut-être pouvoir me déplacer dans la France pour proposer cette formation sur le malinois qui je suis convaincue apportera ses fruits, quoi. Vraiment, j'en suis certaine. On peut le rappeler, hein, Malinois et vous, formation. Oui, c'est ça. Et on a les informations sur ton site Édu 4 pattes. Exactement. Que je mettrai par contre, en lien. D'accord. Et est-ce que tu as une vision, par exemple, de l'éducation canine, et de la relation chien-humain que tu aimerais, dans l'avenir, que tu aimerais voir? Disons que j'aimerais ne plus voir de coercitif. Ça serait un rêve aussi, mais pas se mentir, hein, il y en aura toujours. Et j'aimerais aussi qu'on arrête de dire que il y a des chiens pour lesquels on est obligé d'utiliser la force, qu'on est obligé d'utiliser des outils coercitifs. Toi, tu n'es pas d'accord avec ça? Non, je suis pas d'accord avec ça. Les outils coercitifs, quand ils sont utilisés, c'est parce que les gens ne prennent pas le temps. On va pas se mentir, ça marche. Ça, je veux dire, si je prends une claque dans la gueule, je vais arrêter de faire ce que je fais. Donc effectivement, quand le chien il prend un coup d'électricité, oui, il est pas idiot, hein, il arrête. Mais on peut tellement faire autrement, mais il faut se donner du temps. Clairement. Oui. Voilà. Donc oui, j'aimerais que la loi contre ces fameux colliers coercitifs passe, et pour tout le monde. Qu'il n'y ait pas de dérogation en fait, parce que là c'est pareil, il y a des pourparlers sur certaines administrations ou certains professionnels, donc moi je pars du principe où c'est pour tout le monde pareil, où
ou pas. Ou pas du tout. Voilà. J'aimerais aussi que notre métier il soit légiféré. Ah oui, voilà. Clairement. Qu'il y ait plus de cadres, comme tu disais. Et pas qu'avec la cassette. Voilà, c'est ça, qu'on arrête de voir... fleurir. Ouais, c'est exactement ça, fleurir des gens de nulle part, avec aucune connaissance. Et j'aimerais aussi que le métier d'influenceur soit plus réglementé aussi, parce que influenceurs, éducateurs, ils font beaucoup de dégâts. Ils font des dégâts, ça c'est clair. Et je jette certainement pas la pierre aux particuliers qui cherchent des solutions. Parce qu'ils vendent bien sur les réseaux, hein. Clairement, ils sont excellents. C'est le but de l'influenceur, mais c'est vrai que ça a des dégâts. Hein, ils sont vraiment très bons. Très bons. Mais voilà, donc plus de cadres, ça serait vraiment, ce serait vachement bien, quoi. Et tu pourrais donner des conseils à quelqu'un qui aimerait accueillir un chien de refuge? Non, c'est difficile. Ouais, c'est super difficile parce que les profils sont tellement différents. Pour moi, d'abord, il faut déjà créer un lien au refuge. D'accord. Et y aller plusieurs fois. Ouais, déjà y aller plusieurs fois, faire des balades, voir si le courant passe. Les chiens de refuge, ils accordent pas leur confiance comme ça. Et je trouve que l'humain est tellement trop exigeant en fait quand ils accueillent un chien de refuge. Le chien, il doit être nickel chrome tout de suite. Et c'est juste impossible en fait. Il a passé X temps derrière une grille. Dans un box. Alors, bien sûr, hein, les agents, attention, ils s'occupent très bien des chiens, ils sont baladés par les bénévoles, mais c'est certainement pas une vie de famille. Et là, on propulse en fait ce chien de refuge dans un monde qui souvent lui est inconnu. Et là, en fait, le chien, il faut qu'il fasse rien. Et on lui demande, voilà, c'est ça. Et là, je me dis, mais c'est pas possible en fait. Moi, quand j'accueille un chien, généralement, alors ça peut choquer, mais en fait, pendant 3 semaines, je lui fous la paix. Clairement, alors je réponds à ses besoins primaires. Hein. De lui donner à manger, de le sortir. Mais je lui fais 0 demande en fait. Déjà parce qu'il va prendre déjà je ne sais combien de jours pour dormir, pour se reposer, parce que le calme c'est anxiogène en fait. Le calme, il connaît pas forcément. Dans un refuge, c'est jamais calme. Peut-être la nuit un peu, mais la journée ça gueule tout le temps. Quoi. Donc il y a pas de calme en fait. Et il y a des chiens qui le vivent pas très bien de ne pas être au calme. Et à contrario, ils comprennent pas quand c'est calme. Moi, j'ai vu des chiens où j'ai mis de la musique, en fait, pour faire un fond. Pour refaire un fond, en fait. Donc, et moi, je trouve que les gens, ils n'accordent pas assez de patience, en fait. C'est tout de suite. Mais c'est pour tout. La société, elle est comme ça. Quand je vois des gens qui ramènent un chien au bout de 2 jours parce que il a pissé à la maison ou parce que je sais pas, il a montré les dents ou il a grogné pour exprimer quelque chose, je me dis que c'est compliqué quoi pour les chiens de refuge. Alors comment prévenir ça justement? Passer par l'éducation. Alors moi je suis pour la formation obligatoire. Les propriétaires de chiens. Un permis peut-être je ne sais pas en Suisse, une taxe. Oui, je ne sais pas sur. Comment on pourrait. Une taxe c'est un peu lourd parce que je pense sincèrement que même des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, ils peuvent être d'excellents humains en fait. Tout à fait. Et des gens qui ont beaucoup de moyens peuvent être extrêmement négligents. Tout à fait. Alors une taxe me paraîtrait excessive en fait. Tu vois, alors plutôt un permis. On est déjà bien taxé surtout. Mais plutôt un permis avant. D'accueillir un chien. Voilà, c'est ça. Avant d'accueillir. Oui, mais alors après, tu peux l'avoir, mais après, à terme, alors, je veux dire, comme avec un renouvellement un peu, par exemple, tous les 5 ans, je sais pas, une réévaluation. Je pense qu'il y a vraiment une table ronde à faire. Voilà. Avec différents professionnels du milieu canin. Et réfléchir à ce qu'on pourrait mettre en place. Mais c'est une certitude qu'il y a des choses à faire. C'est une certitude. On peut plus accepter autant d'abandon chaque année, c'est pas possible. Autant d'abandon et d'euthanasie. Parce que les gens, ils achètent des chiens comme ils achètent des baguettes de pain. Oui, et puis qu'ils les rendent parce que c'était pas. Moi j'ai entendu, c'était pas la bonne race. Hein? Où il a grandi, il rentre plus dans mon sac. Ça ce sont des anecdotes que j'ai entendues en fait d'agents animaliers. Donc, à quel moment on peut dire ça en fait. Voilà. Bon. Écoute, en tout cas, moi, je pourrais passer des jours, des heures à t'écouter parler de ta vision du chien. Mais toute bonne chose ayant une fin, nous allons devoir terminer cette interview.
Et cependant, Christelle, avant de conclure, j'aimerais te demander 2 choses. As-tu un modèle ou une personne qui t'inspire, que ce soit dans ton domaine ou pas? Alors moi, je vais déjà quand même remercier mon chef de chenil parce que c'est grâce à lui que je suis rentrée dans le monde du chien de travail. Ouais, tu l'as évoqué en début d'interview. Et je sais que le monde du chien de travail est mal vu dans l'éducation positive, ça j'en ai pleinement conscience. Et je ferai tout ce qu'il peut en fait pour que faire évoluer en fait les mentalités. Je sais que le mot dressage est galvaudé aujourd'hui et toujours assimilé à une éducation coercitive, alors que c'est absolument pas ça. Et donc j'ai pas vraiment de modèle. En revanche, je suis une passionnée du chien de travail, c'est une certitude. Et je vais toujours vers les gens en fait pour constater. Récemment, je suis allée voir en fait un homme d'attaque ou un homme assistant comme on dit aujourd'hui. Maintenant, pour voir sa façon de travailler parce que j'aimais les vidéos qu'il faisait. Mais comme toute vidéo, on met bien ça peut être de la propagande, il faut aller vérifier. Voilà, on met bien ce qu'on veut derrière. Et j'ai adoré discuter avec cette personne en fait, et je vais retourner à ces entraînements. Donc j'ai pas de modèle comme ça qui me viennent à l'esprit, mais en tout cas voilà, j'aime aller vers les gens pour comprendre. En revanche, j'irai jamais chez des coercitifs, clairement, parce que je vais me heurter. J'ai quitté un terrain d'entraînement parce que je savais qu'il y avait certaines personnes qui venaient issues du monde du ring et qui avec des méthodes qui ne me conviennent pas, et je me préserve en fait. Parce que pour le coup, je trouve que c'est contre-productif puisque ces gens-là ne sont pas prêts à changer. Oui, ça sera un dialogue de sourds. Voilà, c'est ça. Et je suis personne, en fait, pour leur dire comment faire avec leur chien, quoi. Donc, non, j'ai pas de modèle comme ça qui me vient à l'esprit, mais en tout cas, voilà, il y a plein de monde issu du monde du chien du travail qui sont inspirants. Pour toi. Ouais, exactement. Et souhaites-tu partager des informations que nous n'avons pas encore abordées? Je crois qu'on a dit déjà pas mal, hein, beaucoup de choses. C'était une riche interview. Là, spontanément, non, j'ai rien à rajouter de plus. C'est assez complet, je pense. On a pas mal discuté. Ouais, mais en tout cas, je te remercie infiniment d'avoir partagé ta passion pour les chiens et ton expertise avec nous aujourd'hui. Ton approche, ta relation avec tes chiens et ton parcours sont pour le coup très inspirants. Et merci pour ton temps. Je te souhaite le meilleur à venir, Christelle. C'est moi qui te remercie d'être venue jusqu'à chez moi pour cette interview qui était vraiment super enrichissante et passionnante. Ouais, moi, c'est moi qui te remercie. Et au plaisir. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode de WAF et j'espère que tu as pris beaucoup de plaisir. Si tu as aimé, laisse un avis. Et n'hésite pas à partager le podcast avec tes amis ou d'autres passionnés de chiens. Pense aussi à t'abonner pour ne manquer aucun des prochains épisodes, remplis d'histoires captivantes et de conseils pratiques. Et bien sûr, un petit clin d'œil à tous nos chiens qui enrichissent nos vies de 1001 façons. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures canines sur WAF.